Et voilà, c'est parti, Erwan. On va parler aujourd'hui d'Argentine, les gars. Donc, je vous l'ai peut-être pas dit, ceux qui sont pas là depuis longtemps, mais ceux qui me suivent depuis quelques temps, ils savent que personnellement, je m'intéresse à l'Argentine. J'ai même failli y aller en 2023. J'étais aux Philippines avec ma femme, on était à deux doigts de prendre le billet, aller voir. Puis finalement, on s'est désisté, on a dit que ce serait pas pour nous à distance. Donc voilà les gars, si vous pouvez mettre un pouce pour remercier Erwan qui est là aujourd'hui pour nous parler d'Argentine. Lui, il a beaucoup d'expérience dans ce pays. N'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un que vous connaissez qui s'intéresse à l'Argentine. Et puis bien évidemment, si vous avez des questions sur l'Argentine, vous voulez rebondir concernant l'Argentine, ou vous connaissez aussi l'Argentine et il y a un sujet qu'on n'aborde pas, faites-le savoir en commentaire. Et avant de commencer, vous savez que le premier lien dans la description, c'est vieoutuveux.com si vous voulez accéder à des solutions qui vous permettent de travailler depuis n'importe où, travailler depuis l'étranger, avoir une vie internationale. C'est le premier lien dans la description. Erwan, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bon, bah, écoute, Erwan, merci d'être là aujourd'hui, enfin ce soir pour nous parler d'Argentine. Comme je disais tout à l'heure, ça va être un épisode très intéressant parce que c'est un pays qui m'intéresse aussi potentiellement pour y vivre, potentiellement, notamment en ce moment avec les changements éventuels qu'il peut y avoir, avec l'élection du nouveau président. Enfin, tu vas nous en parler, tu connais beaucoup mieux le sujet que moi. Je jette un œil à ce pays de loin et je l'envisage potentiellement. Ouais. Donc, ça va être très, très intéressant, je sens. Est-ce que tu peux te présenter qui tu Oui, es? oui, D'où viens donc voilà, je fais très brièvement. Donc je m'appelle Erwan, 45 ans. Donc juste un point avant qu'on commence, c'est que j'ai pas vécu en Argentine, mais je connais très bien le pays. Mon épouse est argentine, mes enfants sont binationaux en fait, hein, D'accord. ils sont franco-argentins. Et ça fait plus de 20 ans que j'y vais, donc j'y verrai très régulièrement. Donc je connais très bien ma belle famille. J'ai visité un peu partout dans le pays, enfin pas partout parce que c'est quand même très grand, mais j'ai visité pas mal d'endroits dans le pays, donc je peux assez bien en commenter. Puis c'est un pays qui m'a marqué pas mal dans mon développement en tant qu'adulte. Voilà, j'ai étudié beaucoup le pays, l'histoire du pays, etc. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et auquel on finit par se spécialiser, comme toi l'automobile, j'imagine. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, Erwan, 45 ans. Donc, écoute, comment est-ce que je vais raconter? À la base, j'ai fait. Tu veux peut-être savoir un peu comment je suis parvenu à connaître l'Argentine. Oui. Donc, Alors, brièvement, en fait, à la base, j'ai fait école hôtelière. Et puis, bon, je faisais des stages en France, etc., un peu partout. Et c'était assez déprimant. Je voyais comment les gens qui étaient en France, qui travaillaient dans ce genre de boulot, là, ils n'étaient pas satisfaits de leur vie, ou alors ils étaient, je sais pas, ils avaient réduit leurs attentes et ils s'adaptaient à ça. Et donc, moi, je trouvais que c'était pas ce que je voulais. Donc, dès que j'ai eu mon BTS, en fait, en hôtellerie, je suis parti en Grande-Bretagne. d'accord. Et quand je suis arrivé en Grande-Bretagne, bon, bah voilà, l'idée c'était que j'évolue vers autre chose. Donc j'ai fait un peu d'hôtellerie au début en Grande-Bretagne. Ensuite, je suis parti à Londres et j'ai commencé à travailler pour une compagnie aérienne japonaise. Voilà. Ah. Et donc, dans un de mes boulots en Grande-Bretagne, j'avais un collègue qui était argentin et qui revient d'Argentine un jour, puis qui me montre les photos de sa famille, etc. Puis je fais, ah, ta cousine, elle est mignonne. Et comment Ouais, je vois. il me fait, il me fait, bah écoute, je te donnerai son adresse email. Sauf qu'à l'intérieur, c'était en début des années 2000, on était même en 2000, en l'an 2000 exactement. Ah Donc à oui, l'époque, il y avait genre 10 personnes sur Internet, hein, il n'y avait personne à l'époque sur Internet. Enfin, il n'y a pas grand ouais. monde sur Internet. C'était pas développé, ouais, pas du tout. Voilà, donc je lui ai envoyé un email. Ah, nanana, puis de fil en aiguille, bon, on a commencé à se connaître et s'apprécier. Puis je suis allé lui rendre visite quelques mois plus tard, quoi, 8-9 mois plus tard. Je suis allé lui rendre visite pour la première fois. Et puis donc, je parlais pas un mot d'espagnol à l'époque, parce que je n'avais jamais appris cette langue-là à l'école, j'avais fait allemand. Et puis c'était un grand départ pour moi, c'était la première fois que je sortais d'Europe. Donc j'avais 22 ans, je prends l'avion, j'arrive en Argentine, j'aurais pu me faire, je sais pas moi, kidnapper, couper en morceaux, voilà, ce que tu veux. Ouais. Finalement, ça s'est très bien passé, puisque bah, on est devenu un couple. Et puis quelques années plus tard, il est venu vivre avec moi en Grande-Bretagne, et voilà, au fil en aiguille, on s'est mariés, famille, etc. Donc voilà.
D'accord. Donc là, Voilà. aujourd'hui, vous vivez en Grande-Bretagne, si je comprends bien. Alors non, 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 non. Aujourd'hui, je vis en France. Je vis en D'accord. France, mais je travaille pas en France. Je travaille en Suisse. Donc, je suis frontalier, en fait. D'accord, je vois, oui, oui, oui. D'accord. Donc, j'ai vécu une dizaine d'années en Grande-Bretagne quand même, hein. Je suis arrivé en 99 et j'ai dû repartir. Ouais, j'ai 9 ans, un peu plus de 9 ans. Je suis parti en fin 2008, tu vois. Et donc, on est venu s'installer ensuite en France en 2009. Donc, après s'être marié en Argentine, j'étais resté plus d'un mois là-bas. De fil en aiguille, on a fait notre trou ici, quoi. Ça fait 15 ans maintenant qu'on y est. Voilà. Ouais, quand même, ouais. Mhm, D'accord. mhm. Ouais, bah, c'est bien être frontalier, c'est le bon plan, ça. Après, je Je sais pas si c'est le pense, bon hein. plan. Je sais pas si c'est le bon plan encore aujourd'hui, mais je sais qu'il y a une dizaine d'années, c'était vraiment le bon plan d'aller là-bas, près de la frontière suisse et de Je jouer. pense que je pense que c'est un peu comme tout, hein, ça va dépendre de ta configuration. Mmh. Ce que tu as fait comme étude, ce que tu veux faire comme boulot, ce que tu veux faire comme truc. Il y a des configurations où je ne conseillerais pas de faire frontalier. Il y en a d'autres où oui, ça peut le faire, quoi. Mais ça va dépendre de ce que tu as comme étude, ce que tu as comme opportunité qui se présente à toi, quoi. C'est un peu comme tout, hein. Ouais, Voilà. ouais, c'est vrai. Et donc du coup, tout à l'heure, tu disais, ouais, je suis parti en Argentine au début des années 2000. J'aurais pu me faire kidnapper ou quoi que ce soit. À l'époque, la première fois que tu as été, t'avais quoi? T'avais de l'insécurité ou pas? Ou depuis, ça s'est empiré ou c'était mieux avant Alors, ou- alors moi, la première fois où j'y suis allé, c'était une époque assez intéressante parce que c'était 2001, c'était en Mmh. janvier 2001. Donc c'était avant la grosse crise de fin 2001, donc de décembre. Donc j'y suis allé. En fait, à l'époque, je travaillais pour une compagnie aérienne japonaise. Mmh. Et donc, quand tu travailles pour une compagnie aérienne, t'as des prix discount. Donc en fait, moi, sur les 2 années qui ont suivi, donc 2001-2002, j'y suis allé 3 fois. Pardon, j'y suis allé 6 fois. J'y suis 3 fois par an. D'accord. D'accord, donc j'y suis allé très régulièrement et ce qui a fait que j'ai pu voir le pays avant et après la crise. Mmh. D'accord. Maintenant, après la crise a été assez massive, hein, mais elle était surtout économique. Alors, au niveau de la sécurité, parce que je pense que c'est un point qui va revenir régulièrement, Ouais. C'est la sécurité, je te dirais qu'il y a beaucoup d'insécurité dans des zones très précises. d'accord. Dans des zones très précises. Tu as, bon, pour faire une présentation, enfin, je ne vais pas rentrer dans une présentation générale du pays, mais pour te dire réellement, il y a de l'insécurité, c'est vrai, un peu partout, mais il y a de l'insécurité surtout qui risque, toi, de t'affecter dans des coins où tu n'iras pas. De la même façon qu'en France, il y a des coins où tu peux y aller en tant que touriste ou découvrir, tu risques pas grand-chose, et il y a des coins, bon, si tu es chinois et que tu traverses le 9-3, va pas avec ton sac à main Prada, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, ce que je dirais, c'est que ouais, il y a quand même des gros problèmes d'insécurité. Mais enfin bon, je vais venir dans mes D'accord. explications. Ouais, ouais. Et donc tu as jamais vraiment vécu, tu disais, en Argentine, Alors non, j'ai pas ouais. vécu, j'ai dû y Genre aller. même 3 mois, 6 mois, tu pas 1 J'ai an? vécu, non, j'ai pas vécu 6 mois, 1 an. Si on cumule tous les visites que j'ai pu faire, et cetera, ça doit équivaloir presque à 1 an, quoi. Enfin, je veux dire, j'y suis souvent allé parce que ça fait plus de 20 ans que j'y vais, ça fait 23 ans maintenant que j'y vais, donc je Ouais, commence à pardon, avoir des contacts, hein. tu une femme locale et puis ce qui est bien, c'est que même si tu pas vécu sur place, le fait que tu y allais déjà il y a plus de 20 ans, tu as quand même pu constater une évolution. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ça, j'ai clairement pu voir l'évolution. Et ça t'a jamais tenté d'y vivre, en fait? Si, 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 souvent. Souvent, à plusieurs reprises. Alors, mais je dirais qu'il y a eu deux grosses fois où on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on va y vivre ou pas. Alors, bon, concrètement, ma copine à l'époque est venue vivre avec moi à Londres, 2003, 2004, s'est installée. Euh, donc, bon, on s'est installé, on a fini par acheter un appart ensemble, et puis voilà, moi j'ai repris mes études à Londres, etc. On s'est débrouillé, et puis on a fait notre trou, j'ai eu mon diplôme, puis ensuite on est venu s'installer ici en Suisse. Et entre-temps, c'est vrai que à un moment on a quitté Londres, en fin 2008, on est allé se marier en Argentine. Et j'ai demandé à ma femme, est-ce que tu voudrais pas qu'on reste? Parce que 2008, ça pouvait aller encore. Tout n'était pas parfait, hein. Mmh. Mais ça pouvait aller, c'était pas une trop mauvaise situation. Et c'est vrai que bon, on aurait pu se débrouiller, faire notre trou.
Et puis au final, on a dit, bon, on va quand même tenter notre chance en Suisse. Et c'est vrai qu'on partait vraiment à l'aventure en Suisse parce qu'on n'avait rien. On n'avait pas d'appart, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de job, on n'avait rien. Donc en fait, quand on est rentré en fin 2008, donc en France, la première chose qu'on a fait, c'est acheter une voiture. Deuxième chose, c'était louer un gîte en Haute-Savoie. Et puis troisième chose, c'est trouver un appart une fois sur place. Quatrième chose, trouver un boulot. Une fois que ça s'était fait, c'était bon. Mais c'est vrai qu'on s'était toujours dit, si ça ne marche pas dans les 6 premiers mois, on repart en Argentine et on essaie de faire notre trou là-bas parce qu'on avait un réseau qui était plus étendu qu'ici. Donc ça aurait été plus simple à ce niveau-là. Maintenant, ultérieurement, on s'est dit en 2011, 2012, 2013, on a bien fait de pas rester en Argentine parce que là, on voyait déjà les choses qui commençaient à se détériorer. Je vais rentrer dans les explications ensuite, ultérieurement, mais on voyait les choses qui commençaient à se détériorer en Argentine avec un gouvernement qui était très démagogue, qui encourageait l'inflation, en fait, d'une manière complètement éhontée. Et donc, on est parti sur l'idée que, bon, on a bien fait de faire notre trou, d'avoir fait nos 2 enfants ici en France et de travailler tous les 2 en Suisse. Donc, ça allait financièrement, on était à l'aise. Et puis, il y a eu une deuxième phase, c'est qu'en fin 2015, il y a eu un renversement politique en Argentine. Il y a eu un nouveau président qui est venu, qui était un président réformiste. Et à l'époque, ça avait fait pas mal de bruit. Et tout le monde, tous les milieux économiques, en fait, étaient très enthousiastes vis-à-vis de ce président-là. Parce qu'il arrivait avec des idées réformistes. Et puis lui, c'était vraiment un homme d'affaires. Donc il comprenait comment faire fructifier le pays, comment faire croître le pays. Et bon, beaucoup de gens pensaient que bon, voilà, l'Argentine avait tourné la page du péronisme. Et je vais expliquer un petit peu tout à l'heure ce que c'est que le péronisme. Mais bon, bref, tout le monde pensait à l'époque qu'il avait tourné la page du péronisme. Et moi, j'essaie de convaincre ma femme de dire, bon, voilà, imagine un peu la vie qu'on pourrait avoir là-bas, quoi, parce que c'est quand même... L'été, ça dure de octobre jusqu'à fin avril. Tu es à la piscine, tu fais des barbecues. C'est une vie qui est quand même très relaxe. Les Argentins sont des gens très grégaires, très sympas. Donc on se disait, ce serait peut-être un peu un chouette changement, ce serait peut-être un autre rythme de vie, etc. Donc je disais à ma femme, écoute, on prend nos économies, on s'achète un business là-bas. On avait l'habitude de partir en vacances. Enfin, on a toujours l'habitude de partir en vacances dans les grands campings, tu sais, familiaux, etc. Puis on s'était dit, on monte un business comme ça là-bas, étant donné que les Argentins ne connaissent pas et qu'ils aiment bien dépenser l'argent pour leurs loisirs, leurs vacances, leurs sorties, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Je pense qu'il y a les environs, enfin, il y a les paysages, il y a tout à faire là-bas, en fait. Et donc, on partait sur l'idée qu'on le ferait. Et puis, bon, ça passait très bien pour ce président réformiste jusqu'en fin 2017, ça se passait super bien. Puis début 2018, ça a commencé à merder un peu. Et puis, on a commencé à se poser des questions. Et puis on a remballé nos plans en 2019 parce qu'on voyait que ça allait pas le faire, quoi. Et au final, on a eu raison parce que là, écoute, quand ce président réformiste est parti, alors on va parler de l'évaluation du peso tout à l'heure, mais $1 valait quelque chose comme quand il est parti, le jour où il est parti, ça devait valoir $1 devait valoir à peu près 75 pesos. Là, j'y suis revenu, là j'étais la semaine passée. $1 vaut à peu près 1200 pesos. Ouais. Ah ouais. Donc, à côté, même le rouble peut pas concurrencer ça. Non, c'est le pays. L'Argentine aujourd'hui, c'est le pays avec l'inflation la plus haute du monde. Ouais, c'est hallucinant ce que tu viens de dire là. D'accord, donc je vais rentrer dans les explications. Ouais, donc tu es obligé d'être dollarisé là-bas. Tu veux dire, tu peux pas fonctionner en peso, quoi. Non, mais non, tu es obligé d'être dollarisé. Je pense que, c'est très très dur de fonctionner en peso parce que, bon, là, ils sont à 254% d'inflation annuelle. D'accord ? Mais ça commence à baisser. Ça commence à baisser. Tu vois, le président réformiste, là, Javier Milei, il a coupé le budget de l'État interannuel, d'accord, pour le mois de janvier. Il a baissé de 39% par rapport à l'an passé. D'accord, donc c'est colossal. Et l'inflation n'est que de 20% sur le mois de janvier, contre 25% en décembre. Le problème, c'est que tout à l'heure, en 2015, tu me parlais déjà d'un autre président réformiste. Voilà. Donc, est-ce que ça se entend que Milei, il va faire un flop comme le premier ou même comme celui qu'il y avait avant? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Milei, concrètement?
Disons que j'en pense que pour ça, il faut un peu comprendre l'histoire des Argentins pour venir. Alors, il faudrait que je fasse un grand topo. Je ne sais pas si tu as le temps pour ça. Si Mais j'ai vraiment complètement Millet, en fait, vraiment d'une vision de, comment dire, voilà, de bleu complet qui n'y connaît rien à ouais, l'Amérique latine, etc. De loin, Millet, il me plaît pas mal. Hein, il a des idées pas mal, il a son caractère. oui, Après, moi, tu sais, je suis loin de tout ça, j'y connais rien, je suis peut-être très ouais, naïf. C'est pour ça que c'est ouais. intéressant d'avoir ton avis. Je dirais que Millet, je l'ai sur mon radar depuis 6-8 ans. C'est un type qui est ultra explosif, qui est pas. J'ai des doutes quant à sa consommation de cocaïne. Voilà. Je commence par C'est ça. mais je vais pas le descendre non plus en flamme. C'est-à-dire qu'il m'a surpris vraiment en bien depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Vraiment, il m'a vraiment bien surpris. Je pensais pas que le premier mois ça passerait aussi bien. Maintenant, attendons de voir parce que ça va être un projet sur la durée. Il va avoir beaucoup de mal à Ouais. réformer le pays. En fait, pour expliquer pourquoi je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à réformer le pays, il faudrait que j'explique un petit peu l'histoire du pays. Donc, si tu m'autorises à faire un aparté, Bah, écoute, je vais faire vas-y. un. Ça va être super Alors, intéressant, je sens. alors J'ai manqué à apprendre, moi, sur l'Argentine. pour l'histoire de l'Argentine, c'est un peu l'histoire de la côte est en fait, des pays d'Amérique latine, c'est-à-dire que ce sont des pays comme le Brésil ou l'Uruguay qui, quand les colons arrivent, les premiers colons arrivent, ils trouvent des populations, contrairement aux Incas par exemple, ils trouvent des populations qui ne sont pas super développées là-bas. Ils sont assez primitifs en fait, hein, les Indiens. Donc ça reste des pays d'émigration d'Européens. Ils ont un sentiment d'être très européens, d'accord. Donc ces pays-là, en fait, quand Napoléon envahit l'Espagne en 1810, l'Espagne se retrouve coupée de ses colonies, et donc les indépendantistes dans ces pays-là essaient de prendre le pouvoir, quoi. Et puis s'ensuit une guerre, machin, truc. Et puis quand Napoléon est renversé, les Espagnols ont beaucoup de mal à revenir, mais ils n'y parviennent pas. Au final, ils se font chasser. Et donc ces pays-là obtiennent leur indépendance au début du 19e siècle, vers 1920. Ça va dépendre des pays, mais vers 1820, pardon. Vers 1820. Et donc 1816 pour la déclaration d'indépendance de l'Argentine. Et donc le problème, c'est qu'en Argentine, à l'époque, tu as deux factions. Tu as ce qu'on appelle les unitaires, c'est-à-dire les gens qui se trouvent à Buenos Aires, qui sont assez libéraux, c'est-à-dire sont très tournés sur l'extérieur, c'est républicains. Ils veulent faire du commerce avec le monde entier, ils veulent que le pays se développe, etc. Et puis à l'intérieur des terres, tu as des chefs de guerre locaux qui ont un pouvoir local et qui veulent le conserver, quoi. Eux veulent être fédéralistes, c'est-à-dire qu'ils veulent que l'Argentine soit juste une fédération, tandis que les unitaires veulent que l'Argentine soit d'abord une république plutôt plus centralisée. Et donc s'en suivent à peu près 50 années de guerre. Alors c'est une guerre civile larvée, si tu veux, mais il y a quand même des batailles, etc. C'est assez violent. Puis 50 ans plus tard, grosso modo vers 1860, 1870, ils parviennent à un accord. Et puis c'est d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas de maison blanche là-bas, ils ont la Casa Rosada, c'est la maison rose en fait. Les fédéralistes étaient rouges et les unitaires étaient blancs, et donc ils ont décidé de faire la maison en rose. Ouais. Voilà. Ils étaient en avance sur les tendances d'aujourd'hui. Voilà, on peut dire ça comme ça, si tu veux. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu as donc ensuite une élite assez libérale conservatrice, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'ils sont économiquement libéraux, mais ils sont très conservateurs sur le plan social, et qui se met en place et qui tournent le pays vers la production, l'export, etc., tout en essayant de développer l'intérieur. Ils vont lancer ce qu'on appelle la conquête du désert, où littéralement, ils vont génocider tous les Indiens qui se trouvent sur place, quoi. Qui se génocidaient déjà entre eux, d'ailleurs. Faut pas rêver. Les Indiens Kumbaya autour d'un feu, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est pas la réalité, d'accord. Et donc, il les génocide. En grande partie, ils en tuent beaucoup, mais il y a aussi beaucoup qui sont intégrés à la population argentine. On dit, il y a des analyses génétiques qui montrent qu'à peu près
25% de la population argentine a des origines quand même indiennes. Les Indiens locaux, bon, ils ne sont pas très marqués physiquement, donc tu vois pas, c'est un peu mélangé aux Européens, quoi. C'est un peu comme Et l'Australie. Ça s'est passé un peu comme l'Australie, non? dans l'Australie, c'est un peu, ouais, je dirais que tu n'as pas beaucoup de, je suis pas sûr que tu aies beaucoup comment, Ah, t'as pas beaucoup de sang, t'as pas beaucoup de sang voilà, comment dire, ethnique aborigène, hein. d'aborigènes, mais Ouais, avec non. les aborigènes, c'est à peu près la même chose qui s'est passé, quoi. Oui, 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 on pourrait faire un parallèle, mais ouais, je dirais qu'il y a quand même eu un petit peu plus de mixité en Argentine. Mais bon, bref. Ce qui se passe Ouais. par la suite, c'est que tu as une grosse immigration depuis l'Europe vers toute l'Amérique, en fait, hein, donc l'Amérique du Nord comme l'Amérique du Sud. Et à cette époque-là, l'Argentine est en train de se développer. Et l'Argentine se développe vraiment bien, mais ils reçoivent beaucoup, 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 beaucoup d'Italiens. Donc en fait, la plupart des Argentins dans la province de Buenos Aires que tu vas rencontrer, qui est la province la plus peuplée du pays, c'est énormément d'Italiens. Tu regardes l'annuaire, c'est que des noms d'Italiens. En Espagne, je Tu as des Allemands, ouais. ouais, il y a des Espagnols aussi, Argentin, italien, ouais. il y a des Hongrois, il y a des gens un peu partout, mais il y a beaucoup d'Italiens quand même, c'est beaucoup, beaucoup d'Italiens. Et les origines de ma femme, c'est la Sicile, tu vois, à la base. D'accord. Enfin, mais ses arrière-grands-parents, c'est la Sicile. Et donc voilà, et cet afflux constant de main-d'œuvre à bon marché fait que le pays, il n'a pas tendance à s'industrialiser beaucoup, quoi. D'accord. Et donc, il y a un afflux constant de main-d'œuvre à bon marché, mais le pays exporte, 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 et Mm. il a un PIB par habitant qui est très élevé. C'est un des pays les plus riches du monde au début du XXe siècle. D'accord. Et puis, il commence à avoir des présidents qui sont peut-être un peu plus de centre-gauche, qui vont dire, bon, bah voilà, on va mettre des lois qui sont un peu plus sympas pour les travailleurs quand même, leur donner le droit de vote, leur donner de ci, leur donner ça. Et donc, c'est un pays qui va en se libéralisant et c'est un pays qui allait dans le bon sens à l'époque, hein. C'est un pays qui était très riche, ça se voit beaucoup quand tu te balades dans les rues là-bas, tu vois encore des vieux bâtiments. Et tu te dis, putain, mais il devait avoir vraiment beaucoup de pognon pour avoir autant d'enmoulures sur les murs, Très etc. C'est européen. impressionnant. Ouais, très européen. Ils avaient un style très, très européen, très inspiré. Donc, dans la petite ville d'où vient ma femme vient pas de Buenos Aires même, elle vient de la province de Buenos Aires. Une petite ville qui se trouvait dans la campagne, qui à la base était un fort contre les Indiens, donc qui s'est développé beaucoup à la fin du 19e, début du 20e. C'était beaucoup de Français, d'architectes français qui ont développé ça. Oh. Et donc, tu es frappé par l'architecture. Quand tu regardes les enmoulures sur le Mm. mur, tu te dis d'une, il devait avoir énormément de pognon. Et puis c'est vraiment très, très stylé européen. Ouais, il y Voilà. avait un savoir-faire, il y avait un style, il y avait une finesse. Voilà. Enfin, en tout cas, Voilà. ce que je vois sur les photos, hein, ça a l'air Ouais, vraiment, ouais. Buenos C'est Aires a ça. vraiment l'air très beau. Mm. C'est ça, c'est ça. Et donc voilà, donc c'est un pays aussi qui, parce qu'ils ont cette immigration qui arrive un peu plus tard qu'ailleurs, et en fait, c'est une immigration qui va toujours regarder vers l'Europe. En fait, elle va toujours avoir de forts liens avec l'Europe. Et ça, elle va avoir des forts liens sociaux, économiques, et puis surtout culturels avec l'Europe. Donc on va garder vraiment la culture des parents, des trucs, et puis les idéologies politiques qui se développent au début du XXe en Europe se développent aussi en Argentine beaucoup. D'accord. Mhm. Sauf qu'elles se développent à l'extrême. C'est un peu le pays des extrêmes là-bas. Donc, tu as beaucoup d'anarchistes. Les anarchistes européens, on les connaît au 19e siècle, mais les anarchistes argentins aussi font des trucs. Tu as beaucoup de mouvements de grève qui sont réprimés de manière très violente par des mouvements réactionnaires assez, assez, assez violents. Et puis arrive la crise de 29, et tu as les militaires qui prennent le pouvoir. Et ces militaires-là sont assez admiratifs de ce qui est en train de se passer en Italie, où tu as les fascistes. Et puis de plus en plus, ils sont intéressés par avoir des liens avec l'Allemagne, hein, parce que l'Allemagne est un grand pays industrialisé, machin. Alors jusque-là, le plus gros des capitaux qui développaient l'Argentine, c'est les capitaux britanniques, en fait. D'accord. C'était les D'accord. Britanniques qui ont fait construire le rail, c'est les Britanniques qui ont essayé de financer le tout, parce que une bonne partie de l'élite argentine, c'était britannique. D'accord. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, voilà, les militaires prennent le pouvoir.
Et puis ils spolient un peu le peuple. Ils font un accord pour contourner, parce que tu te rappelles, enfin, tu sais probablement, mais dans les années 30, en fait, tous les pays se recroquevillent un peu sur eux-mêmes. On arrête le commerce international. Mhm. Les Britanniques disent on va bouffer britannique. Les Américains disent on va bouffer américain, etc. Les Français pareil. Sauf que les Britanniques, bon, ils ont besoin d'acheter un peu de bœuf ailleurs, donc ils achètent en Argentine. Il y a un accord qui est fait, mais essentiellement ça spolie le peuple, quoi. Mhm. Et puis, tu as, un petit malin qui commence à avoir du succès dans les années 40, euh, qui s'appelle Juan Perón. Et Juan Perón, en fait, il se fait connaître comme étant un peu le militaire, mais qui est sympa avec le peuple. D'accord? Mhm. Donc, il essaie de se faire bien voir du peuple, etc. Et puis arrive la fin de la guerre, 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. Et bon, bah, l'Argentine a eu des liens très forts avec l'Allemagne, sans jamais rentrer dans la guerre du côté de l'Axe. En fait, ils sont rentrés dans la guerre du côté des Alliés, genre 2 semaines avant la fin de la guerre. Ouais. 3 semaines avant la fin de la guerre. C'est malin, hein. Et, Mhm. et Juan Perón, donc, il prend le pouvoir en 46. Et quand il prend le pouvoir en 46, en fait, ben, il instaure son régime qui s'inspire un peu du fascisme, qui a une forte admiration pour les nazis, et, Mhm. qui a aussi bon, des visions pour le peuple, comme quoi on va protéger le peuple. Donc ils mettent en place tout un ensemble de politiques très protectionnistes et disent, bon, bah, ça va, le bœuf, on n'a plus besoin de le vendre, nous on est un pays riche, l'Europe, elle est pauvre parce qu'elle s'est détruite, s'est autodétruite par elle-même. Donc nous, on n'a pas besoin de faire du commerce avec qui que ce soit, on fera du commerce par nous-mêmes, on vivra en autarcie, et puis tant pis pour les autres, quoi. Et ça marche bien pendant 5 ans. Ça marche bien pendant 5 ans parce que, ben, comme avec Chavez, quand tu redistribues à fond l'argent des caisses, ben, ça va, ça se passe bien. Et Ouais. puis la fameuse Evita Perón qui, euh, qui l'accompagne, qui est son fer de lance en fait pour le truc, sauf qu'elle, elle meurt d'un cancer en 52, je crois. Il est réélu juste avant. Sauf que ça commence à partir en vrille dans le début des années 50. Tu as Mhm. l'inflation, ben, il n'y a plus de sous dans les caisses, on a tout claqué en 5 ans. Alors les Argentins ont vécu comme des rois, hein. À l'époque, on disait l'Argentine, c'est une fête. D'accord? Tu claquais du pognon. Et puis si tu étais nazi ou voilà, que tu étais européen, que tu étais déçu par ce qui s'était passé en Europe, bah, tu trouvais un beau refuge. En fait, là-bas, tu étais bien accueilli. On te file un nouveau passeport. Et quand on parle de l'émigration des nazis en Argentine, c'est pas minime en fait. Moi, j'ai toujours pensé que c'était plus ou moins anecdotique et qu'on en faisait des caisses. Non, en fait, il Mhm. y a eu vraiment beaucoup de monde à partir en Beaucoup, ouais. Argentine. D'accord. À tel point que un jour j'ai rencontré le copain d'une des amies de ma fille, de ma femme, pardon. Ouais. Et, euh, et le mec, il avait un nom imprononçable, non imprononçable, un Allemand. nom allemand imprononçable, mais il était brun, tu sais, type presque italien. Voilà. Et puis il m'explique qu'en fait, bah, il avait un grand-père qui était SS, recherché, et Ouais. puis qu'il avait l'autre qui avait fait partie de la Wehrmacht, qui avait reçu l'ordre d'aller vivre en Argentine. Et que en fait, il s'était marié là-bas avec il s'était marié dans le nord-ouest, donc là où il y avait des Indiens, enfin des Argentins assez typés indiens en fait. Ouais. Et donc lui, il avait hérité des gènes de sa grand-mère. Donc il était très brun, tu voyais pas qu'il était allemand, mais en fait, ses deux grands-parents, enfin ses deux grands-pères avaient combattu du côté de l'Axe durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. C'est assez surprenant de la part de cet ancien SS d'avoir choisi justement une femme d'ethnie Alors, ouais, c'était le côté de pas la du tout Wehrmacht. En fait, européenne. lui, c'était celui de la Wehrmacht. C'est celui Ouais. de la Wehrmacht. Lui, il me racontait que l'ancien SS, tout le monde avait peur de lui dans le quartier, parce Ah ouais. qu'apparemment, il était complètement dingue. Donc, il menaçait tout le monde dans la rue. Si vous savez, je vais vous génocider. Enfin bref, c'était le Ouais. truc. Le mec qui foutait la trouille à tout le monde. Et c'était le grand-père qui avait fait partie de la Wehrmacht, en fait, qui s'était marié avec une indienne locale. Ensuite, voilà, je pense que les nazis, ils avaient leur monomanie sur la pureté de la race, mais ça ne s'étendait pas à tous les Allemands à l'époque. Et puis, je crois qu'ils étaient c'était plus compatible avec certaines races que d'autres, on va dire ça comme ça, dans leur Ouais. idéologie. Donc voilà, D'accord. bref.
Bref, donc j'en étais où? Ah oui, Ron Perron accueille les nazis, mais il accueille toutes sortes de gens. Il accueille des Allemands, il dépense un fric fou. Il a accueilli un Allemand qui était un baratineur, en fait. C'est un soi-disant. Alors, il y aurait des tas d'histoires à raconter là-dessus, mais là, juste pour l'anecdote, il y avait un Allemand qui a réussi, Richter, en fait, qui a réussi à se faire passer pour un grand scientifique. Et il a expliqué à Ron Perron en fait, qu'il pouvait obtenir la fusion à froid, en fait, la fusion nucléaire à froid. Et donc Ron Perron lui a dit OK, je te file une île en Patagonie. En Patagonie, donc il a filé un lac, il y a une île, on pouvait chercher, hein, ça s'appelle Projet Wemul, H-U-E-M-U-L. Et c'est absolument dingue. Donc, le mec, on lui a filé du pognon à bloc pendant plusieurs années, pendant peut-être 5-10 ans. Il a monté toutes sortes de projets. Et puis, dès que ça devait être testé, il disait non, non, c'est pas assez grand. On va tout détruire, on va tout recommencer. Et il a réussi à monter son truc comme ça, sans jamais rien produire. Ouais. Donc, il y a eu un pognon de dingue qui a été claqué à l'époque. Ça a ruiné le pays. C'était un des pays les plus riches du monde avant. Pareil, ouais. Et donc, ça a ruiné le pays. Et à tel point que bon, l'inflation faisant le truc, et puis il y avait des menaces de plus en plus fortes vis-à-vis de quelconques opposants, les opposants politiques étaient mis en tôle, etc. Donc en fait, il s'est fait dégager à partir du moment où il a commencé à critiquer l'Église catholique. Il s'est fait dégager par la frange réactionnaire chez les militaires. Donc, qui ont bombardé complètement. Il y avait un rallye pour lui sur la place principale face à la Casa Rosada. Il a bombardé, ça a fait 400 morts. Enfin, voilà, c'était la folie. Il a dû partir. Il est passé par tous les régimes militaires de l'époque pour finir en Espagne, en fait. Donc, suite à ça, ils ont d'autres présidents qui sont bien surveillés par les militaires, qui n'ont pas trop de marge de manœuvre. Ils sont souvent renversés, ou alors on leur vire leur ministre, on leur dit bon, tel ministre c'est plus bon, etc. Deuxième dictature, donc dictature militaire qui va de 1966 jusqu'à 1973. Et puis après, à cette époque-là, ils commencent à avoir des problèmes de guérilla. Alors ils ont des guérillas d'origine marxiste. Et puis le péronisme, ensuite, c'est scindé en deux. Alors là, c'est assez dingue. Tu as le péronisme de gauche, tu as le péronisme de droite. Le péronisme de gauche, ils sont très intéressés par ce qui se passe à Cuba. Ils trouvent que c'est fameux, c'est génial, il faut faire la même chose. Tu as le péronisme de droite, eux, ils sont très intéressés par le nazisme, en fait. Et donc, les deux commencent à se tirer la bourre. Et bon, avec le peuple argentin au milieu. Donc les militaires, quand ils prennent le pouvoir, quand ils reprennent le contrôle du pays, ils tapent sur les deux côtés, ils tapent sur l'extrême gauche comme sur l'extrême droite. Et puis, ils les foutent tous en tôle. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les militaires, ils font un accord comme quoi, le parti péroniste qui était interdit jusque-là a le droit de revenir dans les élections, puis on verra s'il gagne, quoi. Et le parti péroniste gagne. Sauf que c'est le péronisme de gauche qui gagne à ce moment-là. C'est un président qui s'appelle Campora, qui gagne à ce moment-là. Et en fait, il fait sortir tous les anciens guerrilleros de prison. Et quasiment, on leur distribue des fusils à la sortie de la prison. D'accord. C'est comme ça qu'on commence les années 70. D'accord. Et c'est à ce moment-là que tu avais, entre-temps, tu avais la frange gauche du péronisme qui est allé voir Perón en Espagne. Et tu lui dis, mais revenez au pays, vous serez le bienvenu, quoi. Et donc, aux prochaines élections, Perón est tout de suite élu, donc il revient au pays en 73. Et dès son accueil, des premiers jours de son retour, c'est un massacre. Donc, tu as la frange gauche, la frange droite qui s'entretuent aux abords de l'aéroport, en fait. Hein. Tu as une centaine de morts ce jour-là. D'accord. Et donc assez dingue comme truc. Et puis entre-temps, il s'est remarié avec une danseuse de cabaret. Et puis dire, la danseuse de cabaret, ma femme, donc ce sera la vice-présidente. Sauf qu'il meurt dans la foulée. Donc la danseuse de cabaret se retrouve présidente. Avec, sauf qu'elle est sous l'emprise d'un espèce de mec, de la frange droite du péronisme, mais qui est en fait à moitié occultiste, en fait. Le mec, c'est à moitié un sorcier, etc. Enfin bon, bref, il est bizarre. Et puis le pays s'enfonce dans la guerre civile, dans l'inflation aussi dingue. La frange droite du péronisme, qui a des allégeances nazies. Enfin, je veux dire, c'est pas usurpé. Hein.
T'en as beaucoup qui affichent des croix gammées, qui sont très fiers d'avoir des pistolets, d'avoir des insignes nazis, etc. Qui s'entretuent avec les guérilleros, qui foutent des bombes partout. Bref. En 76, donc les militaires reprennent le pouvoir. Et cette fois-ci, ils ont décidé d'être durs, d'être très très durs en fait, et ils ont décidé qu'ils vont faire disparaître quiconque et pas de leur bord. Et ils sont d'extrême droite, donc ils sont d'extrême droite. Ils sont soit de la frange droite du péronisme, soit de la frange catholique ultra quoi. Et donc en fait, à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont kidnapper des gens et puis ils vont les éliminer quoi. Et bon, c'est une époque vraiment triste pour l'Argentine parce que t'as tout quoi. T'as des guerrieros qui se font emprisonnés, qui se font assassiner. Bon, ça c'est pas un drame, mais t'as les bébés qui se font kidnapper parce que t'avais les guerrieros hommes et femmes. Hein. T'as les bébés qui se font kidnapper. Donc si une femme accouche, voilà, on l'élimine et puis le bébé, on le donne à une famille sympathisante du régime. Et c'est un gros bordel en fait. C'est un gros bordel. Tu as des diplomates du gouvernement, hein. Des diplomates qui se font assassiner par le gouvernement, pas par les militaires, parce que ils en savent un peu trop sur ce qui est en train de se passer. Bref, c'est assez dingue. Il y a des journalistes, même de droite, qui se font assassiner. Enfin bref, c'est vraiment la folie, ce gouvernement-là. Et puis, il culmine avec... ces gens-là étaient arrivés avec l'idée qu'ils allaient rétablir les valeurs chrétiennes et occidentales dans le pays. Et puis, ça se termine avec la guerre des Malouines, où ils font la guerre à un des pays de l'OTAN, quoi. Pour reprendre la guerre des Malouines. Alors, les Malouines, c'est un archipel qui se trouve au large de l'Argentine, qui a été pris en 1830 par les Anglais. Et c'est une revendication de toujours des Argentins sur ces terres. Et donc, quand ils essayent de reprendre ça, ils ne s'attendent pas à la réaction des Anglais qui arrivent et qui leur foutent la race, quoi. Ça reste des combats acharnés des deux côtés, mais les Anglais finissent quand même par leur foutre la race. C'est les îles au sud de l'Argentine, là, à la pointe, là. Ouais. C'est un anglais. un peu plus à l'est. C'est un peu plus à l'est. C'est un peu plus à l'est. C'est les îles Malouines, c'est plus à l'est. Non, toi tu dois confondre avec la Terre de Feu. La Terre de Feu, toi tu confonds, je pense. Peut-être, ouais. Les Malouines, c'est les Malvinas. Ouais, c'est les Falklands en anglais. Les Falklands, ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. Voilà. Et donc, alors cette guerre là aussi, c'est un truc. En fait, c'est les militaires sentent que le pouvoir commence à leur échapper parce que le peuple n'est plus vraiment avec eux. Et donc, ils montent un tour de passe-passe en disant voilà, on va aller chercher les Falklands et puis on va les Malouines et puis on va les récupérer. Sauf qu'ils ne s'attendent pas à ce que les Anglais disent non, ça c'est chez nous, voilà. Et les Anglais amènent la grosse artillerie et puis la guerre part de là, quoi. Et donc, c'est une guerre. En fait, c'est la première guerre vraiment moderne entre deux pays occidentaux. Enfin, occidentaux. Moi, je considère que l'Argentine fait partie de l'Occident. D'ailleurs, on a tendance à la qualifier de pays d'extrême Occident, en fait, ce qui est une notion assez intéressante. Et donc voilà. C'est quoi, dans les années 80, ça dont tu parles? Ouais, c'est au tout début des années 80. Tout début des années 80, ça se passe en 84. 83, 84. Et donc, les militaires sont humiliés, ils sont obligés de partir. Et puis, c'est le retour de la démocratie. Puis, ils ont un social-démocrate qui vient au pouvoir, qui est un grand admirateur de Mitterrand. Et puis, ça pourrait aller, mais manque de peau, les péronistes, eux, gardent le pouvoir. Ils ont la main mise, en fait, sur l'économie à travers le système des syndicats. Parce que les syndicats, là-bas, c'est pas comme les syndicats en France. Hein. Les syndicats, là-bas, ils vont jurer allégeance au péronisme. Et ils savent qu'ils sont main dans la main avec le péronisme. Donc, quand c'est pas un gouvernement péroniste qui est au pouvoir, les syndicats, ils font des grèves. Et quand c'est un gouvernement péroniste, ils sont beaucoup plus conciliants, en fait. D'accord. Et donc, président Alfonsine, il se fait dégager au bout de son deuxième mandat, ça va pas, l'inflation est à la fond, ils ont une hyperinflation à l'époque. Ma femme, elle était jeune à l'époque, elle allait dans un supermarché, je sais pas si tu imagines le truc. Tu rentres dans le supermarché, tu vois un mec sur les étagères en train de changer tous les prix, tu prends le produit, d'ici que tu arrives à la caisse, le prix a encore changé. Il imprime des prix toutes les heures, le mec. Voilà, c'est ça. Et donc, ils disent ça peut plus aller, voilà. Donc, t'as un péroniste bien sûr qui arrive au pouvoir parce que c'est grève sur grève à l'époque. Hein. T'as un péroniste qui arrive au pouvoir qui s'appelle Menem, qui est un président réformiste, et puis il dit on va demander de l'aide au FMI.
Et puis, on va implémenter un programme, on va dire que on va changer notre monnaie. On va dire que 1 peso égale 1 dollar. À partir de maintenant, on va s'arranger comme ça. 1 peso égale 1 dollar. Et donc, les années 90, ça va pour les Argentins. Le problème de l'inflation est résolu. Un peso égale 1 dollar, voilà. Sauf que pour que 1 peso égale 1 dollar, il faut que ta productivité soit à peu près équivalente à celle des États-Unis, tu vois ce que je veux dire, ou qu'elle soit dans les lignes, quoi, dans certaines bornes. Ou alors tu dois dévaluer constamment tes salaires, quoi. Et en fait, dans les années 90, en fait, ce qu'ils font pour faire ça, ils font des privatisations, mais des privatisations un peu mafieuses, un peu comme on a vu en Russie. Mais en fait, même complètement mafieuses, en fait. C'est les présidents, ces amis du président qui achètent des boîtes pour 3 fois rien, pour une poignée de moules. Et puis, tu as les syndicats qui s'y mettent. Alors, par exemple, moi, un truc qui me fascine toujours, c'était le patron du syndicat des ferroviaires, en fait, qui était en charge d'assurer la maintenance des wagons, en fait, de trains en Argentine, qui dit bon, écoutez, voilà, les wagons de train, alors même s'ils sont récents, même s'ils viennent d'être achetés, il dit ouais, ceux-là, ils sont pas en état, ils peuvent pas circuler chez nous, et faut les jeter. Faut les jeter, sauf qu'en même temps, le mec, il a monté une boîte de désossage de wagons et de revente de la ferraille. Ouais, et puis ils revendent ça en Bolivie, au Voilà. Brésil, non? Voilà. Mais ils revendent, mais ils les démontent en fait. Ils les revendent. Donc en fait, le peuple argentin paye pour des wagons neufs. Ouais. Et puis tu as des chefs de syndicats en fait qui deviennent multimillionnaires. C'est-à-dire l'Argentine, c'est un pays où les syndicalistes sont multimillionnaires. D'accord. Je sais pas si les gens qui écoutent peuvent imaginer ça, mais je sais pas. Imaginez un gros syndicaliste, le mec, il a un château, quoi. Je veux dire, voilà. Ouais, c'est pas du tout. Il n'y a aucune logique là-dedans. Voilà. Et donc, tout ce système-là finit par s'écrouler en fin 2001. Donc, il passe en une nuit, en fait, de 1 peso égale 1 dollar à 1 dollar égale 3 pesos. D'accord. Et les banques bloquent tout l'argent dans les banques. Donc, toi, tu avais ton épargne en pesos. Tu te disais que j'étais à l'aise. J'avais mis 100 000 dollars au cas où. Et ben voilà, tu n'as plus que 30 000 dollars. Ouais. Voilà, tu avais ton ticket pour l'immigration. Maintenant, tu as de quoi t'acheter une bagnole, quoi. Voilà. Et donc, grosse émeute, une trentaine de morts. Et puis voilà. Les Argentins, tu sais, se sont habitués à partir de là, et même avant, mais crise sur crise sur crise, ça fait que ça habitue les gens à d'autres modes de consommation. C'est-à-dire qu'ils vont plus épargner, ils vont beaucoup sortir, ils vont beaucoup dépenser, ou alors quand ils vont épargner, ils vont s'acheter des trucs solides. Alors, soit ils épargnent en dollars, soit ils s'achètent des frigos, des trucs qui sont durables, quoi. Immobilier. Voilà, immobilier. Un peu comme dans les années 90 en Russie, quoi. Ou même quand la guerre a commencé en Russie, là, je me souviens quand le rouble s'est écroulé autour de moi, j'ai vu des potes acheter des voitures à tue-tête, des trucs, enfin vite acheter des choses parce qu'ils pensaient que le rouble allait passer de 1 dollar pour 500 roubles, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, donc là, écoute, tu nous as en fait raconté l'histoire de l'Argentine, c'est très intéressant. Et donc, du coup, quel est le rapport avec Milei? Parce qu'en fait, au départ, j'y viens. En fait, ce qui se passe, tu as toute une génération qui est désenchantée là quand ça arrive. En fait, c'est ma génération, hein, c'est les gens qui ont 45 balais aujourd'hui. Ça va pas du rêve. Ils se disent, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. On s'est fait voler notre avenir, etc. Et puis tu as un type qui arrive, qui dit, ouais, moi je vais stabiliser le pays contre l'ultralibéralisme précédent. C'est un péroniste aussi. Donc tu vois, je dis, les péronistes, ils sont à voile et à vapeur, hein. Ils changent d'idéologie comme ils veulent. Tout le monde est un peu péroniste là-bas, droite, gauche. Voilà. Le péronisme, c'est une idéologie qui est ni de droite ni de gauche, ils s'arrangent comme ils veulent, d'accord, comme les besoins du pouvoir. En fait. Et donc, ils ont un mec qui s'appelle Nestor Kirchner, qui prend le pouvoir à ce moment-là. Et Nestor Kirchner, il a les mains libres pour faire ce qu'il veut, parce que tout le monde est désenchanté. Et il va donner à des gens de ma génération, en fait, il va leur donner des super postes. Et il va mettre des barrières protectionnistes et il va beaucoup rebondir, en fait. Il va beaucoup profiter du rebond d'une économie parce qu'après une crise rapide, en fait, quand tu remets de l'ordre, tu bénéficies du rebond, un peu comme Poutine en partie. Il a aussi fait du boulot, hein, mais bien sûr, il a fait des bonnes choses aussi, Poutine. Oui. Du bon et du moins bon.
Mais Poutine est beaucoup plus dans la durée. Alors Nestor Kirchner, lui, ce qu'il fait, c'est il bénéficie en fait du rebond de l'Argentine et puis il nationalise beaucoup de boîtes. Et puis c'est surtout qu'il donne du boulot à des gens qui ont à l'époque 20, 30 ans, contre allégeance en fait. Vous avez allégeance pour moi, et puis voilà, quoi, vous soutiendrez mon pouvoir, et puis en l'échange, vous aurez des super boulots. C'est vrai que là, ces gens-là, toutes ces classes-là, ils ont des niveaux de vie européens, quoi. D'accord, contre une productivité qui est pas là. Et donc ils financent ça en taxant à bloc les producteurs de soja, etc., en taxant à bloc un peu tout, et bon, voilà. Ensuite, il fait passer sa femme comme présidente, qui était aussi une péroniste, hein, évidemment, sénatrice péroniste, etc., qui était elle-même pour l'ultralibéralisme, enfin l'ultralibéralisme, le néolibéralisme, on dira, dans les années 90, et qui aujourd'hui reprend tous les thèmes, quoi. Et cette femme, c'est Christina Kirchner. Ils sont corrompus jusqu'à l'os. Ils sont corrompus. Ils te font construire des trucs, ils te font... Parce que tu as tout... En fait, tu as tout un réseau d'entrepreneurs autour de ça qui se crée. Enfin, qui existait déjà, si tu veux, mais qui s'enrichit vis-à-vis de ce gouvernement. Donc, tu as un gouvernement qui se réclame d'une forme de socialisme, etc., mais qui fait énormément de pognon grâce à ce système-là, quoi. Donc, par exemple, je te donne un exemple d'une combine qu'elle a montée, qui était assez fameux, pour laquelle elle n'a pas été encore jugée, parce que la justice là-bas aussi est au pas. Une combine qu'elle avait montée, c'est elle filait les contrats pour la construction de routes en Patagonie, par exemple. Et puis, ces contrats pour la construction de routes, elle disait, bon, les ouvriers pour la construction vont dormir dans mon hôtel, sauf que l'hôtel se trouve à 400 km du chantier. Donc, en fait, elle facture des chambres d'hôtel dans son grand hôtel de grand luxe, comme si les ouvriers avaient besoin de dormir dans un hôtel de grand luxe, qui se trouve à 400 km du chantier. Donc, en fait, il n'y a personne dans l'hôtel, hein, il y a juste une grosse facture qui arrive. Et en fait, c'est un bac chiche, c'est un bac chiche énorme. Mais il y a des tas de combines comme ça. Je veux dire, la fille de cette présidente-là, Florence Kirchner, par exemple, on lui a fait signer, on lui a donné 5 millions dans une petite boîte noire, voilà, tac, elle a ça, elle sait, tout le monde le sait, c'est pas un secret, c'est pas une révélation, hein. Voilà, ils sont fait un pognon dingue. Et ils ont essayé de fonder une dynastie. En fait, il y a le fils aussi qui essaye de faire entrer dans la politique, etc. Et puis donc, les gens commencent à en avoir marre de voir l'inflation à 25%, etc. Ils font élire Macri, donc fin 2015, début 2016, président réformiste, qui à mon avis est très doué, c'est un homme d'affaires à la base, issu certes de la classe des entrepreneurs, mais parce que son père était un gros entrepreneur qui avait fait beaucoup de contrats avec la dictature, mais quand même qui est très malin. Il a géré l'équipe de football Boca, il a été maire de la ville de Buenos Aires, enfin, il a fait beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnaient bien, mais il n'a pas réussi à s'imposer parce qu'il était peut-être un peu trop, il voulait être très graduel dans son approche réformiste, contrairement à Milei. D'accord. Et donc, ce président réformiste est dégagé par Christina Kirchner, qui revient en tant que vice-présidente dans la dernière vice-présidence, là. Et l'inflation part de, je sais plus, elle était à 25% quand Macri est parti, et là, maintenant, elle a 254%. Voilà. Donc, Milei, il arrive là-dessus. Donc, maintenant, excuse-moi pour le grand aparté, j'ai perdu personne, mais ce grand aparté, c'est pour expliquer qu'en fait, on a une classe d'Argentins, donc, qui sont essentiellement des gens qui votent avec leur portefeuille et ils veulent consommer. Et on leur a appris à consommer, c'est-à-dire on leur a dit, voilà, achète-toi une nouvelle bagnole, achète-toi une unité pour l'air conditionné, mais on va surtout pas investir dans l'infrastructure. C'est-à-dire que les routes, c'est de la merde, l'électricité, système électrique, c'est de la merde, on n'a plus investi dans les centrales nucléaires depuis X temps. Et tout part à volo, les trottoirs partent à volo, enfin la sécurité, c'est l'insécurité, les hôpitaux, ils partent en vrille aussi. Et donc, en fait, on laisse les gens consommer, mais tu sais, pour pouvoir consommer de manière durable, il faut qu'il y ait un investissement dans l'infrastructure qui aille avec. Et ça s'est pas fait en Argentine. Donc Milei, il arrive avec ça en disant, bon, voilà, il n'y a plus de sous, les gars, on va tout couper, donc vous n'allez même plus pouvoir consommer. Donc,
voilà, le gros problème que va avoir Milei, ça va être est-ce qu'il va réussir à forger une alliance politique qui soit assez stable en fait pour pouvoir tenir la durée sur son mandat de 4 mois, mais à mon avis, il lui faudrait au moins 2 mandats, sinon 3 ou 4, pour faire réellement les réformes du pays dont le pays a besoin. Alors, il a eu soutien. Il a eu soutien. C'était assez marrant. Là, vendredi dernier, j'étais dans un taxi. Donc, je prenais le taxi depuis la petite ville où habite ma femme, enfin, d'où vient ma femme, jusqu'à l'aéroport. Ça fait quand même 350 km. Hein. Ouais. Donc, j'ai eu le temps de discuter avec le mec. Et c'est un jeune mec de 30 ans. Tu vois, il me dit j'ai 2 enfants. Moi, j'ai vécu la crise quand j'étais gamin. J'ai vu ce truc-là. Et nous, on en a marre. Moi, j'ai voté Milei parce que il va tout réformer. Et en fait, ce qui se passe avec Millet, ce qui me donne espoir, c'est qu'il est en train de couper les couilles à tout ce système de racaille. Alors, tu vas entendre beaucoup les journalistes français te dire ah mon Dieu, c'est l'extrême droite au pouvoir, etc. Non, c'est pas ça. C'est un système de racaille, de syndicalistes multimillionnaires. Je peux te donner des tas de noms, voilà, Moschano, Baradel, etc., qui font grève sur grève sur grève dès qu'on tente une réforme. Et lui, il est en train de leur couper les couilles. Mm. Et donc, ils savent que leurs heures sont comptées, en fait. Et c'est Donc, pas plutôt les heures de Millet qui sont comptées, non? hein, les Pas journées que ça. Millet, bah, Ouais. justement, ça va jouer. Est-ce qu'il va gagner son pari ou pas? Est-ce qu'il aura le Mm. soutien de la population? Parce que la population, elle, tu lui dis, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Ok, donc ça veut dire que je ne peux plus consommer. Et il y a des gens qui se disent, bon, est-ce que je vais toujours pouvoir quand même remplir mon panier de courses euh, et pouvoir bouffer à la fin du mois si on dure comme ça, quoi. Mm. Sauf que bon, les Argentins se rendent bien compte aussi, avec 250% d'inflation, quoi qu'il arrive, il va falloir faire quelque chose. Et donc, ça va être une question un peu générationnelle. Je pense que c'est la génération qui vient après, et puis la génération qui est un peu plus âgée que moi, donc à 60, 70 ans aujourd'hui, qui se dit que bon, la retraite, quand tu as 250% d'inflation, ça disparaît comme ça. Un truc dont je n'ai pas parlé aussi, c'est le taux de change. Alors ça, il va falloir que je vous éclaire là-dessus, mais je vais y venir. Mais grosso modo, les Argentins essayent d'épargner en dollars et les gouvernements péronistes essayaient de les empêcher d'acheter des dollars. Pourquoi? Mm. Parce que quand tu achètes des dollars, tu vends des pesos. Et donc, quand tu vends des pesos, le peso vaut de moins en moins. Ouais. Logique. Et donc le gouvernement argentin essayait d'empêcher aux Argentins d'avoir des dollars. Ce qui fait que tu as un taux officiel où je ne sais pas combien est le peso au taux officiel, c'est 300 pesos, je crois, pour un dollar, peut-être 500 pesos pour un dollar. Mais réellement, le taux réel, il doit être aux alentours de 1300. Donc, si vous avez prévu un voyage en Argentine, il faut regarder le taux dollar blue. Cherchez Mm. dollar OI, dollar blue. Vous allez trouver ça, vous allez trouver le taux officiel. Alors, le taux officiel, c'est pas celui que vous aurez. Enfin, vous n'allez pas le trouver, pardon, le vrai taux. Pardon, pas le taux officiel. Le taux officiel, c'est celui qui est baratiné. Le Mm. vrai taux, c'est celui auquel on est prêt à t'acheter tes dollars dans la rue. Mm. D'accord? C'est celui qui Donc, compte. Mm. voilà. Et ça, c'est important de le savoir parce que si tu vas en Argentine et que tu changes au dollar officiel, bah, tu te fais arnaquer. Tu perds À lui-même. 2 à 3 fois ton pouvoir d'achat. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, au taux dollar blue, en fait, l'Argentine, c'est un pays vraiment pas cher. Pour sortir à manger, là, ça nous coûtait 20 balles. Attends, on a dépensé combien? On a dû dépenser 50 balles pour 7 quand on est allé manger mardi dernier C'est dans un fou. bar. Ah, c'est D'accord? vraiment pas cher. 50 € pour 7 avec un super service, boisson, dessert et compagnie. Ouais, D'accord? c'est Donc, ça, c'est au dollar, dollar bleu. Par contre, si tu vas acheter au dollar officiel, bah, tu payeras 3 fois ça, quoi. Mais voilà. Et qu'est-ce que tu penses du projet de Milei de dollariser le pays? Tu penses qu'il va y arriver? Je pense que oui, il y a une attente à ce niveau-là. Et je pense que beaucoup d'Argentins savent que bon, les jours du peso sont comptés. Donc, soit il fait une réforme qui permette au peso de se stabiliser, mais à mon avis, psychologiquement, c'est impossible. Donc, à mon avis, il va falloir qu'il dollarise le pays. Seulement, dollariser le pays, c'est une chose, mais ensuite, il faut tenir le rythme. Mm. Parce qu'une fois que tu as dollarisé ton pays, il faut encore tenir le rythme d'avoir la productivité qui croît au même taux que les États-Unis, en fait, qui soient alignés. Sinon, tu es Mm. obligé de baisser tes salaires. Mm. Euh, et donc baisser le pouvoir d'achat des gens. Donc c'est pas simple cette histoire de dollarisation sur la durée. Donc il va falloir, c'est des réformes assez profondes qu'il doit faire. Maintenant, le bon côté des choses, c'est que l'Argentine, c'est un pays qui a un potentiel énorme. Alors ça, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais j'ai dit tout à l'heure, l'Argentine, c'est un pays très riche en ressources.
Et l'Argentine, ils ont, je crois, la 3e plus grosse ressource, si ce n'est pas la 2e plus grosse source d'eau potable au monde. Ils ont une source, des ressources en eau potable qui sont phénoménales. Ils ont, parce que tout le Rio de la Plata, en fait, c'est de l'eau saumâtre, mais qui vient du Paraná, tout ça, c'est des sources, c'est un débit monstre d'eau potable, donc on peut aller pomper là-dedans, il n'y a pas de souci. Ils ont des terres super arables, je veux dire, le truc, ce qu'on dit en Argentine, c'est tu vas manger une salade au bar, tu vas chier au bois, il en sort un plant de tomates. Hein. Et c'est littéralement ça, je déconne pas. Mais mes beaux-parents, ils ont planté des tomates sur un petit carré de tomates, ils font rien, il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien, mais les tomates, elles sont grosses elles sont plus grosses que mon poing, tu vois, elles sont énormes. Vraiment de la bonne terre. La terre est super fertile là-bas. Alors la viande qu'ils produisent est excellente, apparemment. Elle est excellente, elle est connue pour ça, elle est excellente, et donc ils peuvent produire de tout. Et il y a un potentiel. Ça fait penser un peu à la Russie, ce que tu me racontes. Ça, voilà. Potentiel en ressources naturelles presque infini, avec plein de. Voilà. Voilà. Et ils ont aussi un gaz de schiste, des fonds en gaz de schiste qui sont colossaux. Je crois que Vaca Muerta, qui se trouve au nord de la Patagonie, en fait, et le plus gros gisement mondial, je crois, qui a été trouvé à ce jour, mais qui était inexploité, en fait. Pourquoi ? Parce que manque d'investissement dans le pays, quoi. Voilà. Donc, je pense que si Milei est malin, qu'il ne coupe pas tout, c'est-à-dire qu'il est assez malin pour faire des joint ventures entre le gouvernement et certaines boîtes en disant, voilà, vous investissez tant de milliards, nous on investit tant de milliards, on vous donne la sécurité juridique, il y a moyen de développer ce pays. Mais il faut être malin et il faut avoir l'assise politique pour le faire. Et c'est là que Milei, avec son caractère de cochon, c'est-à-dire que c'est un mec qui se prend la tête avec tout le monde, quoi. La semaine dernière, il se prenait la tête avec une chanteuse pop sur Twitter. D'accord. D'accord. Il envoyait chier. Il a envoyé chier un des ministres libéraux qui est un des supports de son gouvernement quand même, hein, mais qui n'est pas dans son parti, mais qui est quand même un des supports de son gouvernement. Il l'a envoyé chier sur Twitter en disant « T'es un traître, t'as trahi les idées de la liberté, etc. » parce qu'il n'était pas à 100% pour sa loi, il disait « Faut nuancer certains trucs, etc. » Il s'engueule avec des journalistes qui sont pourtant de son bord. D'accord. Et de sa stratégie politique, si tu veux, à Milei, c'est d'éviter qu'il y ait un centre. C'est-à-dire, il veut que ça se passe entre les extrêmes. Donc, il ne va pas critiquer les extrêmes gauche, il va critiquer le centre, en fait. Et donc, ça peut très bien marcher, sa politique. Hein, ça peut conduire à une radicalisation avec d'un côté toute la population qui sera soit de son bord, soit du côté des trotskistes, marxistes, péronistes de gauche. Mais ça peut aussi se retourner contre lui s'il n'est pas malin. Tu sais, les retournements de veste comme ça, en politique, ça peut jouer très vite, quoi. Donc il faut qu'il joue bien ses cartes, Milei. Et c'est pas simple, parce que, contrairement à son prédécesseur Macri, il n'a pas l'assise politique internationale que pouvait avoir Macri. C'est-à-dire Macri arrivait avec une fenêtre d'opportunité où, en 2015-2016, le monde était encore stable. On était encore en paix, si tu veux. On n'avait pas toutes les peurs qu'on avait aujourd'hui. On n'avait pas encore l'inflation globale qu'on peut avoir aujourd'hui. On n'avait pas les Houthis qui faisaient la fête dans la mer Rouge. On n'avait pas tous ces problèmes-là qui font qu'aujourd'hui, les investisseurs vont être beaucoup plus frileux pour se lancer sur un marché à risque. Donc, je pense que la grosse fenêtre d'opportunité que les Argentins avaient, ils l'ont fermée en 2019. Et Milei, c'est un peu le Joker. Mais le Joker, il peut faire rire d'un côté ou il peut réussir son coup, quoi. Voilà. C'est surtout ça. Ça va être intéressant. Comme ça. Donc, ce que je dis à nos auditeurs aujourd'hui, désolé si je les ai un peu gonflés avec toute l'histoire de l'Argentine, mais je pense que donner un background comme ça permet de comprendre certaines choses. Moi, je trouve ça intéressant. Je dirais que ce qu'il faut, c'est déjà aller visiter l'Argentine. Parce qu'il y a plein de bons côtés à l'Argentine. Donc, comme je dis, il y a un potentiel qui est colossal, mais vraiment colossal. Et ça peut être pour développer. Alors, soit tu as du big business à développer, tu peux, en t'alliant bien, tu peux le faire. Soit, si l'économie s'arrive à se stabiliser, dans le tourisme, il y aura des tas de choses à faire. Parce que c'est un pays au potentiel. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte. Moi, les images du sud de l'Argentine, mais ça me fait rêver. Mais à mon avis, enfin, je vais te donner des références à la fin de notre discussion, mais si tu veux, l'Argentine, c'est un pays qui est
grand 4 fois et demi comme la France. Sauf Mhm. qu'ils ont à peu près 48 millions d'habitants à l'heure actuelle. Donc c'est un peu moins que la France. Et la gros de la population se trouve en fait dans la province de Buenos Aires. D'accord. D'accord. Donc pour ceux qui regardent une carte en ce moment, bon, vous voyez la province de Buenos Aires, c'est la côte. Mais Mhm. ensuite, tout le reste, le gros de la population, il y a à peu près la moitié de la population qui se trouve dans la province de Buenos Aires, et le reste se répartit dans le reste du pays. Ce qui fait que c'est un grand pays vide, Mhm. avec des terres arables partout. Et un potentiel énorme parce que vous avez tous les climats. Donc, si vous aimez les climats tropicaux, ben, vous allez dans le nord-est de l'Argentine et là, vous avez des terres rouges, vous avez des palmiers qui poussent partout, vous avez les chutes d'Iguassou qui sont énormes, qui sont colossales, qui font pleurer le Niagara. Mhm. Euh, Vous aimez les paysages de western, etc. Vous avez tout le nord-ouest qui est fantastique. C'était le sud-sud de l'Empire Inca, en fait. Mhm. Et c'est la cordillère, c'est des salines gigantesques sur des kilomètres et des kilomètres. À rouler en bagnole pour un road trip, c'est vraiment le top. Ouais. Si vous voulez plus le dépaysement, enfin le nord de la Patagonie, ça me fait toujours rêver. C'est un peu comme la Suisse, c'est un Mhm. paysage, des paysages alpins avec des grands lacs vierges. Tu vois l'eau est profonde, Mhm. claire, voilà. Mhm. Regardez, il y a un endroit là qui se trouve, qui s'appelle Bariloche, qui est absolument fantastique. Vous avez 7 lacs qui sont connectés les uns aux autres. On peut s'aventurer, on peut vivre des aventures de dingue. Et un peu plus au nord, vous avez une grosse production viticole. Vous avez la province de Mendoza, où on produit du très bon vin. Le Malbec argentin est réputé, mais ils font un très bon Cabernet Sauvignon aussi. Puis bon, la gastronomie locale, alors bon, elle n'est pas très raffinée, mais les asados argentins, donc les barbecues argentins, c'est la folie. Enfin, je veux Les dire, ingrédients sont bons. La ouais, cuisine n'est pas raffinée, mais les ingrédients sont bons. ah oui, non, oui, voilà, c'est ça. Donc et puis il y a une clientèle Consommatrice. qui est ouverte à Ouais. une certaine forme de raffinement. Alors, ils vont pas, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas encore découvert. Par exemple, ils ne mangent quasiment jamais de canard. Mhm. Mais je pense que le mec qui est assez malin pour marketer le canard là-bas, il pourrait faire des fortunes. Il y a un pouvoir d'achat pour faire du business quand même ou Ouais, comme je disais tout à l'heure, les Argentins aiment bien sortir. Mhm. Donc, tu vois, mardi dernier, on était au bar, enfin, on était ouais, dans un restaurant-bar, le restaurant-bar était plein. Bon, il y a quand même une inflation de dingue hein, sur l'année, mais les Argentins aiment sortir, donc un mardi soir, bon, bah, c'est plein, quoi. Mhm. D'accord. Je te parle d'un petit restaurant dans une petite ville qui a de rien du tout, au fin fond de la campagne argentine. Hein. Donc, Mhm. Buenos Aires, bon, moi, je n'irai pas vivre à Buenos Aires parce que j'aime pas la vie en ville, mais c'est C'est vrai affreux. que mais concrètement, tu peux faire un business si tu es prêt à faire des trucs à sortir quoi, là-bas. Mhm. Voilà. Mais en lien avec la sortie, en lien avec un peu à l'espagnol, où il y a beaucoup Oui, de, on vit beaucoup. Alors, les Argentins sont de très vie, grégaires. Alors, ça, c'est aussi un truc. de vie dans les rues, oui. Voilà, il y a une vie de la sortie. Alors, le caractère des Argentins est très sympa. Moi, je trouve qu'ils sont Mhm. très grégaires. Ils aiment beaucoup sortir, beaucoup faire des amis. C'est d'ailleurs une chose dont je discutais, que je faisais remarquer à un copain argentin là-bas la semaine passée. Je lui disais, mais tu vois, en Argentine, j'ai toujours l'impression que c'est un pays où tu peux arriver n'importe où dans le monde. Mhm. Tu vas rejoindre un club, que ce soit de sport, d'amateurs, de je sais pas quoi, de ce que tu veux. Tu vas retrouver des gens et en quelques mois, tu as une bande de copains, quoi. Et c'est Mhm. littéralement ça. Les Argentins sont très, très sociaux. Ils aiment bien sortir, ils aiment bien discuter, ils aiment bien Ouais. prendre leur temps pour sympathiser. Ils sont très curieux des Européens. Mhm. Donc, je dis ça pour les Français, enfin les francophones là, qui écoutent. Vous ferez plein de copains en Argentine si vous allez y vivre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça m'étonne pas parce que je me souviens à Oviedo, là, en Espagne. En fait, j'étais en Mhm. train de filmer et puis c'est un Argentin qui est venu me parler. Il m'a vu Ouais, au loin, il est venu me parler. Il m'a voilà, dit, voilà. ouais, c'est quelle langue? C'est le français, etc. Ouais, j'apprends le Ouais, français actuellement parce que voilà. Et lui, il me disait, bah, justement, je suis argentin, mais j'ai un passeport italien parce que je suis ouais. éthiquement italien C'est qui me super permet d'être commun. en Espagne, mais je veux pas Ouais. rester en Espagne. Puis il me racontait un petit peu tout. Il me dit, ah, il y a beaucoup d'Argentins, en fait, qui parlent pas un mot d'italien, qui Oui. n'ont jamais été, mais qui ont un passeport italien, quoi. Tu vois, il C'est me le cas de dit, ma femme. C'est le cas de ma ah, femme. Hein. d'accord, bon, voilà. Voilà, voilà. Un passeport italien, mais je ne parle pas italien du tout. Non, mais, l'Italie, en fait, et les Argentins en ont beaucoup profité après la crise de 2001. Là. L'Italie avait des lois qui étaient assez permissives, c'est-à-dire que tu pouvais demander la nationalité italienne si tu pouvais prouver que ton grand-père était italien. D'accord. Et donc, étant donné que le grand-père de mon beau-père était italien,
Lui, il a demandé la nationalité, donc elle a obtenu la nationalité aussi. Et tu as Donc, investi un petit peu en Argentine dans du non, business, dans non, l'immobilier? Non, 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 non. non, 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 je suis pas Vous êtes fou. vaillant, Je suis vaillant. pas fou. Non, Ah, c'est j'ai important, pensé là, à, c'est important ce que tu dis là, parce que la question d'après, c'est qu'est-ce qu'il te faudrait? Parce que toi, en fait, tu as tout, tu as la langue, tu as l'espagnol. ouais, Tu ouais, diras, l'espagnol, c'est pas ce qui est le plus difficile à apprendre, mais tu as la ouais, femme, les enfants, tu as les ouais. connexions, tu as le pays. Qu'est-ce qu'il Oui, faudrait aujourd'hui pour que tu ailles vivre en Argentine? bah, la stabilité économique. Donc là, tu vois, je regardais ils ont vraiment un gros besoin de stabilité économique. Là, c'est un pays qui stagne depuis bientôt 20 ans, en fait. Et ils ont des hauts, ils ont des bas, mais c'est pas le gros de ce qui a besoin d'être. Je te donne un exemple. Les trottoirs sont défoncés un peu partout. Il y a beaucoup de choses. Il y a des villes qui sont assez jolies à visiter, hein. Mais tu te dis, putain, mais si seulement ils investissaient un peu dans le truc, ou s'ils faisaient les choses un peu propres, tout ce qui était public était un peu bien fait, ce serait bien. Ceci dit, je pense que voilà, l'immobilier, c'est quand même le bas de laine des Argentins. Et donc l'immobilier, tu peux faire des bonnes affaires à l'heure actuelle, mais il faut être très sélectif. Il faut vraiment voir où est-ce que tu vas acheter. Donc là, je regardais le prix de l'immobilier la semaine passée. Je me disais, est-ce qu'on n'achèterait pas un truc, etc. À quel endroit? Mais il faudrait vraiment faire des recherches assidues et bien regarder ce qu'on va acheter parce qu'il faut choisir le quartier. Et puis, tu vois, ce qu'on dit en Argentine, tu, tu reviens en Argentine, tu vas en Argentine, tu reviens un an plus tard, tout a changé, tu reviens 20 ans plus tard, rien n'a changé, quoi. Donc, Ouais. il faut garder ça en tête avant de se jeter. Et Voilà, quand tu donc, achètes de l'immobilier, c'est fiable? Est-ce que ça t'appartient vraiment? Tu es sûr de le garder? alors apparemment, oui. Ouais, Apparemment, oui, il n'y a pas ouais, de c'est du solide, souci. quoi. C'est-à-dire que J'ai eu, j'ai tu eu as un bien plusieurs là-bas, il est à Argentins. toi, voilà. J'ai eu plusieurs Argentins à me dire oui, oui, t'as pas de souci avec l'immobilier, quand c'est à toi, ça bouge pas. Et d'ailleurs, c'est presque un problème parce que tu vois, t'as beaucoup d'Argentins qui sont partis, donc les grands-parents, enfin les parents sont décédés, et puis les Argentins qui sont partis sont maintenant établis en Espagne, ils n'ont pas envie de rentrer, et ils Mmh. ont une maison qui est là, qui est plutôt jolie, mais qui est en train de tomber en ruine, quoi, parce qu'il n'y a personne qui l'habite, Mmh. et que la municipalité ne peut pas en prendre possession. Enfin, à mon avis, ils n'ont pas la possibilité de prendre, ils n'ont pas le recours, en tout cas, pour en prendre possession. Donc, bah, tu te retrouves dans un quartier qui est relativement propre. Bah, tu peux avoir une maison qui part à volo, quoi. Voilà. Pourquoi ils vendent pas? Hein? Pourquoi ils vendent pas? Bah, parce que le mec, des fois, t'as fait ta vie ailleurs, et puis t'as pas envie de rentrer, et puis t'as même plus envie d'entendre parler, quoi, de l'Argentine. T'as beaucoup d'Argentins qui sont partis par dépit, hein, qui ont claqué la porte et qui ont dit plus jamais, quoi. Ouais, ouais, Euh, je veux dire, quand tu vis dans un pays qui est complètement instable, si tu es ouais. quelqu'un qui aime la stabilité, tu arrives en Europe, bon, bah, tu as quand même une vie où tu te dis, si je mets 100 balles en euros, le mois prochain, ça vaudra toujours 100 balles en euros, tu vois. On a Et j'aurai beau complètement critiquer plus machin. l'euro, le dollar, et cetera, mais moi je connais bon, c'est dans une Ouais. moindre mesure, hein, le rouble, c'est aussi instable, mais pas comme Oui, le oui. peso. Le peso, ce que tu me racontes, c'est Non, complètement non, fou. non, Mais non, non. même en ayant vu le rouble évoluer et puis vu comment les gens réagissent, et cetera, tu dis voilà, l'Europe au niveau stabilité, avec tous ses défauts, c'est quand même bien, quoi. C'est quand même Oui, une base solide, l'Europe. oui, avec le sentiment quand même qu'il y a des choses qui sont vraiment en train de partir en vrille. Toi, t'es dans la Drôme là, à l'heure actuelle, hein, il me semble, Ouais, hein. c'est ça. Ouais, ouais. Donc je suis en fait tes réseaux sociaux depuis un moment. Là, je me suis déconnecté de Telegram, mais on a discuté 2, 3 fois sur Telegram. Je sais pas si tu t'en souviens. Bref, Ouais. ce que je disais, c'est que moi, le coup là, ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère, là, ça m'a vraiment choqué. Et tu vois, je sens qu'il y a quand même une certaine instabilité latente en Europe, hein, et il faut garder ça en tête aussi. Donc je me dis toujours, l'Argentine, c'est toujours une porte de sortie. Éventuellement, et bon, l'idée serait d'arriver avec un gros paquet de dollars et s'acheter Et tu peux en s'acheter tant une grosse qu'étranger baraque, hein. acheter de l'immobilier, tu n'as pas besoin de permis de séjour, rien. Tu peux. En tant Moi, ma femme est argentine, donc mes enfants sont Ouais. argentins, donc la nationalité, c'est une formalité, si tu Je veux, veux dire, hein. moi, demain, je peux débarquer en Argentine, acquérir un bien Alors, immobilier. J'ai pas besoin pas je besoin de pense qu'il résidence. faudrait regarder. Je pense qu'il faudrait regarder, mais je pense qu'avant ça, de toute façon, vu l'état du pays à l'heure actuelle, tu voudras quand même explorer bien avant toutes ces Hmm. options-là. Tu vas pas foncer tête baissée dans un truc comme ça. Hmm. C'est pas comme acheter en Europe, si tu veux. Moi, je sais que je pourrais aller acheter en Italie sans trop me faire de soucis. Je Ouais. découvrir au fur et à mesure. Voilà, je ferai pas ça en Argentine. Je choisirai bien mon endroit, où vivre, etc. Maintenant, il y a des coins super en Argentine.
pour vivre, il y a des coins super. Donc, je t'ai donné quelques idées là tout à l'heure. Donc, la province de Mendoza, c'est vraiment super. Il y a une petite ville D'accord. dans le sud de la province de Mendoza, si vous voulez la visiter. Ça s'appelle San Rafael. Et c'est Mendoza, c'est un grand désert en fait. Et San Mhm. Rafael, c'est un peu une oasis dans le désert. Donc, Mhm. c'est assez merveilleux. On y produit du vin, il y a des canyons. Enfin, c'est très joli. Vous D'accord. avez le nord de la Patagonie, Bariloche, tout ce coin-là. Si vous voulez monter à une affaire du tourisme, il y a moyen de faire des sous. Hein, voilà. Et puis dans la province de Buenos Aires, il y a des villes qui se sont pas mal développées quand même malgré la crise, parce qu'il y a quand même un gros business agricole. C'est Tandil par exemple. J'y étais jeudi dernier. C'est quand même assez joli comme ville, c'est quand même assez agréable. Voilà. Donc il y a des villes comme ça qui méritent d'être visitées. Mhm. Et puis je te dirais que voilà, faut partir en exploration de façon, faut pas Mhm. partir De sur un toute coup de façon, tête, bien faut sûr, pas partir sur un coup de tête dans un pays, faut on est visiter. bien Mais si tu d'accord. veux, faut juste se dire que, tu vois, tu parlais de la Mongolie par exemple, que tu as visité avec à 10 ans d'intervalle, je crois, c'était ça, hein. C'est ça, ouais. Et tu disais ça s'était développé énormément, 10 ans. Bon, L'Ambator, ouais. l'Argentine est passée à côté de ça parce qu'ils Mhm. n'ont pas eu les bons gouvernements. Mais le jour où ils ont ça, ils vont se développer de la même façon. Et les Mhm. mecs qui savent prendre la vague à ce moment-là, ben, ils vont vivre très bien. Maintenant, moi, dans ma configuration actuelle, je suis frontalier, j'ai 45 ans, je bosse pour une très bonne boîte, ma femme bosse pour une très bonne boîte aussi. On a un niveau de vie qui est très bon. En fait, on n'a vraiment pas de Ouais. soucis à se faire Donc, il y a financièrement. quand même pas mal de Je choses vais à perdre, on pas, va dire. Ouais. voilà, je te dis, j'y ai réfléchi. J'ai réfléchi sérieusement en 2016-2017. Pour nous, on allait faire nos valises. On était prêts à partir. Enfin, dans notre tête, on partait. Quoi. Mais on avait même dit à nos enfants, bon, vous savez, les copains, il faudra se préparer à changer d'école, etc. Et ils n'étaient pas très contents à cette idée-là. Et puis au final, ça ne s'est pas fait. Donc, il faut méditer avant de changer de continent comme ça ne se fait pas sur un coup de tête. À moins bon, quand on a 22 ans, 23 ans, bon, partir à l'aventure, pourquoi pas. Ouais. Hein. Mhm. Il y a pire comme pays pour partir à l'aventure. Quand on a 22 ans, 23 ans, qu'on n'a rien à perdre, si vous avez un métier dans les mains, vous êtes électricien, plombier, etc., vous pouvez bosser n'importe où. D'accord. Mhm. Et en Argentine, vous trouverez toujours du boulot. Ça, c'est sûr. Mhm. Le boulot sera peut-être mal payé. La stabilité financière fera que ce sera peut-être emmerdant, etc., et que vous déciderez de pas y rester. Mais au moins, vous avez vécu une aventure Ouais. et vous aurez connu un pays qui est différent et vous aurez fait une belle bande de potes. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, si vous êtes jeune et que vous êtes prêt à le faire, allez-y. Si vous avez un métier dans les mains, n'hésitez pas. Hein. Mhm. Si vous êtes partant, allez voir déjà. Et puis c'est un grand pays qui vaut la peine d'être exploré. Quoi. Et au Donc, niveau de l'insécurité, parce que tout à l'heure, tu parlais de romans sur Isère, ce alors, qui s'est ouais, passé. la Par sécurité. rapport à la France, pour situer, moi qui ne connais pas, comment tu placerais le curseur? Alors, Argentine vs France, niveau insécurité, c'est quoi le pire? Bon, alors on va dire ça comme ça. L'Argentine, l'insécurité que tu vas avoir, ça peut être ultra violente, mais elle va être ultra localisée, je pense. Alors il y a de la criminalité partout, comme Mhm. partout, si tu veux. Mais moi, ce que j'ai vu, je me suis jamais senti menacé dans la rue en Argentine. Maintenant, il y a eu deux, trois fois en France. Tu me diras, je passe beaucoup plus de temps en France qu'en Argentine. Il y a eu deux, trois fois en France. Je sentis que ça pouvait dégénérer, même à l'âge adulte, même avec des gamins. Voilà, tu sens qu'il y a des moments, bon, ça pourrait dégénérer. C'est pour ça que j'évite tous les coins un peu chauds en France. Les villes, je les évite. Ouais. Je préfère vivre à la campagne, moi, pépère. Ouais, pareil. Et puis voilà. Mhm. Mais tu sens aujourd'hui, il y a une violence de rue en France. Voilà. Maintenant, en Argentine, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont développé un espèce de lumpen qui ressemble un peu au nôtre, mais en plus dégénéré encore. C'est-à-dire, ils sont tatoués à partir du cou, là, sur tout. Ils chantent leur rap Mhm. de merde. Mhm. Et puis, ils fument du Paco. Le Paco, c'est des résidus de coca mélangés à des déchets industriels, etc. Et ils sont déchirés, les mecs, quand ils font ça. Et bon, s'ils aussi font partie d'un gang, bon, bah, ça peut dégénérer très vite, quoi. Là, il y avait eu des cas où il y a des féminicides assez fréquents et des gamines qui se font violer, etc. dans un truc. Mais encore une fois, c'est dans un milieu que de toute façon, tu vas pas fréquenter en étant français. D'accord. Tu vas le sentir tout de suite, que tu n'es pas Mhm. chez toi et que tu n'es pas le bienvenu. Mhm. Il y a une violence qui se trouve, à mon avis, surtout sur Rosario, qui est une ville qui est une plaque tournante de la drogue. Et dans ce qu'on appelle le conurbano, c'est le contour en fait de Buenos Aires. Mhm. C'est la ville de Buenos Aires en elle-même est assez safe, sauf quand tu as ce qu'on appelle les motochoros qui arrivent
du conurbano là, qui rentrent en ville avec leur moto et qui vont faire arracher les sacs à main, etc. Là tu peux avoir des problèmes. Mais dans l'ensemble, c'est relativement sûr. Je ne veux pas promettre quoi que ce soit, mais il y a relativement peu de cas de problème dont j'ai entendu qui impliquaient des Français. Maintenant, tu n'es jamais à l'abri de tomber sur un taré comme partout, mais je veux dire, ouais, mais en moyenne, ouais. en moyenne, moi, j'ai jamais, tu vois, toute la semaine passée, je me baladais tous les matins à pied dans la ville de ma femme. Là, il y a quand même 60 000 habitants. Jamais j'ai senti un truc. Je sors le soir, je me balade dans la rue, j'ai jamais senti quoi que ce soit, quoi. Donc, globalement, en bilan global, en moyenne, c'est quoi le pire, la France ou l'Argentine niveau insécurité? Je dirais que globalement, personnellement, je dirais que je me sentirais plus sûr en Argentine en règle générale. D'accord. Je te dirais ça en règle générale. Parce que si je dois sortir en ville à Lyon le soir, moi, avec tout ce que j'entends, tout ce que je vois. Ah, ne le fais pas. Ah non. Ouais. Non, ouais. Moi, j'ai entendu trop d'histoires, trop d'histoires de trucs se sortir dans le plein centre-ville de Lyon ces jours-ci. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Hein, après tout, j'y vais pas. Peut-être qu'il y a mais moi, j'avais déjà des problèmes dans le plein centre de Lyon, avec des couteaux, etc. À la racaille, au milieu des années 2000. Hein. Ouais, voilà. Donc, en 20 ans après, je pense que ça s'est bien empiré. Ouais. Paris, Paris, moi, je sais bien que quand on est touriste, ça se passe bien à Paris, sauf que quand tu es chinoise et que tu te balades avec ton shopping, tu sais pas s'il y avait la vidéo là, qui avait circulé d'une chinoise qui se faisait fracasser la porte du taxi alors qu'elle était dedans et qui se faisait arracher les sacs de shopping par un scooter. Je sais pas, j'ai pas entendu parler de ça en Argentine. Bon, tu me diras peut-être que les criminels sont pas encore assez malins. Il y a aussi un bon côté à Milei, c'est qu'il est très dur là-dessus. C'est qu'il a promis d'être très dur avec les racailles. Donc, j'attends de voir. D'un autre côté, Milei, il est président d'un pays, mais il n'est pas tout puissant. Je veux dire, c'est pas, il peut donner l'ordre qu'il veut. C'est les gouverneurs des provinces qui vont un peu diriger la politique sécuritaire de leur province. Donc voilà. Maintenant, ce que je pense, c'est que ce que je pense, c'est que ça va dépendre de comment évolue la situation économique. Si tu veux, la situation économique, s'il arrive à la débloquer, c'est pour que ces gouvernements-là changent et soient remplacés par des gouvernements beaucoup plus à droite, beaucoup plus fermes, et à partir de là, beaucoup plus aptes à descendre la racaille quand il y a besoin. Quoi. Voilà. Pour parler crûment, on va regarder, on va parler crûment, mais je pense qu'il y a des cas où il faut avoir la main dure. Quoi, voilà. On va voir comment ça va évoluer. Il vient d'être élu, on va voir dans quelques années. Et puis dans quelques années, on pourra se prononcer. Oui, voilà. Mais en attendant, je dis à tous les auditeurs, allez visiter l'Argentine, surtout maintenant. C'est un pays qui est en crise économique. Donc, si vous changez votre argent de $dollar blue, ça vous fait des vacances à pas très cher au final. Il y a le billet d'avion à payer. Une fois que vous êtes sur place, ça va pas vous ruiner, quoi. Maintenant, vous attendez pas aux grands hôtels de luxe ou autres, parce que là, vous allez payer les mêmes prix qu'ailleurs. Mais si vous êtes prêt au combine, vous allez pouvoir vous démerder. En routard, faire ça en routard. En routard, quand vous êtes jeune, vous avez moins de 30 ans ou même moins de 40 ans, vous pouvez le faire sans enfant, ça le fait, quoi. C'est plutôt cool. Et vous pourrez avoir quand même une expérience assez correcte, quoi. Voilà. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un? Par exemple, admettons, moi, demain, je vais en Argentine. Je vais là-bas, ça me plaît, je suis dans la lune de miel, je suis très naïf sur l'Argentine, je connais rien, mais je vois pour le moment que des aspects beaux du pays, parce qu'au début, c'est toujours ça. Je flash sur l'Argentine, je décide avec ma femme d'aller là-bas, vivre là-bas, et de m'installer. Quel conseil tu me donnerais pour que les choses se passent au mieux? Moi, je te dis, vu l'histoire des crises en Argentine, garde un pied dans la porte, si tu veux. Installe-toi. De toute façon, ça dépend de toi, dans ton cas, dans ta configuration. Ça va dépendre de ta configuration, c'est surtout ça, en fait. Ta configuration, c'est que toi, tu fais du business à l'international et c'est plus une chambre d'hôtel pour toi, l'Argentine, en quelque sorte. Hein. Oui, après, je ne suis pas dépendant économiquement. Voilà, donc si tu n'es pas dépendant économiquement, pour toi, c'est une bonne configuration. C'est un bon plan. Va pas acheter dans l'immobilier tout de suite. Voilà, garde une loue. Mais louer en Argentine, tu n'auras pas trop de problèmes. Et puis voilà, tu vas voir un peu déjà. Tu te seras fait. Avoir une voiture, ça se fait là-bas Oui,
Oui, oui, ça se fait assez facilement. Les voitures, bon, les voitures sont assez chères en fait, hein, attention. D'accord. Tiens, c'est un sujet dont je me disais, on avait bien discuté aussi. Bon, les voitures, enfin, toi, tu as vadrouillé un peu dans les pays en développement, donc tu connais, les voitures se vendent pas exactement de la même façon, ils n'ont pas exactement les mêmes configurations qu'on a en Europe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas Mmh. de Audi, BMW, enfin, ils en ont quelques-unes, mais c'est des importés. D'accord. Ils ont beaucoup de Renault. Renault, c'est une bonne marque Ah là-bas, bon? c'est assez Ah ouais, reconnu. C'est assez d'accord. reconnu. Renault, ils ont des Dacia, des modèles Dacia, mais qui sont vendus sous la marque Renault là-bas. Ouais, Donc, comme origine. C'est le Renault Duster Le là-bas. Renault Voilà. Duster, le Renault Logan, ouais, c'est Voilà, voilà, c'est ça. Ils ont un peu de Peugeot, ils ont pas mal de Ford. Ils ont parfois des vieux tas de boue, mais c'est assez rigolo de regarder des vieilles Ford Fairline ou des Ford Taunus. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les ouais, Ford je vois ce que Taunus. c'est, ouais, truc énorme, ouais, ouais. Voilà, voilà, Américaine. Les Ford Ouais, ouais, Falcon qui roulent ouais. toujours après 50 ans dans la rue, là, c'est pas mal. Et au niveau sécurité routière, ça donne quoi? Les routes sont pourries, Ah, les routes sont pourries, c'est ouais, suivant. Bah, attends, c'est un gros déficit d'infrastructure. Par exemple, la route a 13, donc une des principales routes qui traverse la province de Buenos Aires, en fait, c'est l'artère principale du pays sur la côte est. C'est la largeur d'une départementale en France, quoi. C'est une deux mmh. voies, d'accord? Ah ouais, je vois. Et Euh, le comportement routier, il est comment? C'est un peu Ah bah foufou? ouais, c'est un peu foufou. Bah, Ouais, ouais. faut avoir une voiture si tu veux dépasser les camions qui ont deux grosses remorques, parce que c'est des gros camions avec deux énormes remorques derrière. Bah, faut que ton véhicule en est dans le ventre. Ceci dit, c'est des grandes lignes droites. Donc voilà, Ouais, la limitation elle est à 80, mais tout le monde roule à 130, c'est pas grave. ouais, ouais. Donc voilà, ouais, Donc faut faire gaffe sur les routes. Ouais. traverser le pays en voiture, ça se fait? Oui. Oui, oui, Ouais. oui, 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 mais non, c'est même le pays pour les road trips, si tu veux. Ah Toi qui d'accord. aimes bien les road trips, Ah bah, voilà. je vais te donner un conseil, tu fais la route 40, tu chercheras Ruta 40 D'accord. dans le truc, donc RUTA 40, et tu peux te préparer un road trip qui partirait de El Calafate, donc tout au sud de l'Argentine, Ouais. et qui remonterait tout le long de la Ruta 40 jusqu'au nord du pays, et tu pars durant l'été, en fait, et tu le fais doucement, et tu vas arriver au début de l'automne dans le nord. Et ce sera chouette parce que bah, tu auras fait quelque chose comme 3500 km peut-être. Et, Ouais. tu auras vu toutes sortes de paysages. Et ouais, Ouais. tu vas t'éclater. Ouais, tu vas passer un bon Ça moment. fait penser aux routes d'Extrême-Orient, pareil, là, quand Ouais, ouais, heu, tu te rends d'une ville à une autre, c'est 3600 kilomètres, tu vois? Tu fais 100 ouais, sur ouais, ouais. tu routes toute la Voilà, voilà, journée, tu vois les paysages voilà, différents. voilà, C'est exactement ce voilà, que je voilà. ouais, Voilà. ouais. Et donc, ouais, je dirais c'est un pays, il faut y aller pour le découvrir et faut rester ouvert d'esprit. Mais je veux dire, Mmh. le peuple est vraiment accueillant. Le peuple est Ouais. vraiment accueillant du moment que tu es prêt à jouer le jeu avec eux, à être, bon, si tu es froid, Parler espagnol? machin. Ah, même pas. Moi, je parlais pas espagnol quand je suis arrivé en Argentine. Écoute, je te dis, premier repas avec mes Parles anglais beaux-parents, un peu? mal, mal. D'accord. Avec un accent à nettoyer les oreilles, quoi. Mais, mais Ouais, comment bien. il parle assez mal l'anglais. Bon, peut-être que les générations les plus jeunes, maintenant, tu sais, les générations qui ont grandi avec les réseaux sociaux et compagnie, ils parlent peut-être un peu mieux quand même. Mais moi, je suis pas impressionné par le niveau d'anglais en général. Mais je pense que ouais, il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer de ce côté-là. Mais je dirais que ouais, tu vois, les Argentins, si tu joues le jeu avec eux, mon premier repas, par exemple, quand je suis arrivé en Argentine, que j'ai rencontré mes beaux-parents, premier repas avec mes beaux-parents en Argentine, j'étais déjà là-bas depuis un moment, puis quelques jours. Bon, à la fin du repas, mon beau-père m'a prêté sa bagnole. Mmh. D'accord. Donc, je veux dire, c'est pas, je sais pas si mon beau-père était allemand, enfin, voilà, je crois pas qu'il m'aurait prêté la bagnole comme ça, quoi, tu vois. Ouais, 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 c'est Donc, clair. non, ils sont vraiment très chaleureux, très accueillants, très famille, très famille, Mmh mh. très famille et amis. Donc, le truc, Les c'est Européens sont bien vus? Tu ah, débarques d'Europe? Les Européens sont super bien vus, surtout les Français, les Espagnols, les Italiens, les Allemands aussi, assez bien, je pense. Tout ce qui est belge, et Suisse, ça fait Il y a jaser, des hein, Russes voilà. un peu, des Russes, des Ukrainiens, des Russes Alors, aussi? il y a eu beaucoup de Russes, il y a eu beaucoup de femmes russes arrivées enceintes, qui ont été Ah, accueillies en super. Argentine. Et ça, c'est un problème, c'est un problème, non, c'est une qualité de l'Argentine, c'est qu'ils t'accueillent au niveau santé et tu te fais traiter gratuitement dans les hôpitaux argentins. Ouais, Alors, la qualité sera peut-être pas au niveau de ce que tu t'attends en Europe,
Mhm. Mais il y a eu beaucoup de Russes, de femmes russes enceintes à venir et à accoucher en Argentine. Pourquoi? Parce que quand tu accouches en Argentine, tu prends la nationalité, le bébé prend la nationalité argentine, donc elles peuvent rester. Bon. Et les commentaires qu'il y a eu ultérieurement, c'est que même des Russes qui parlaient pas l'espagnol du tout, elles avaient accouché de leur bébé, elles faisaient copines à l'hôpital avec des Argentines qui étaient là, elles étaient accueillies, machin, et en quelques semaines, elles s'étaient fait des copines, quoi. Tu vois, c'est pas, alors qu'elles parlaient pas espagnol. Je pense que les Argentins sont des gens réellement assez sympas dans l'ensemble. Voilà. Les Porteños, alors, sont peut-être pas représentatifs du pays. Les Porteños, c'est les habitants de Buenos Aires. Ils sont un peu grande gueule. C'est-à-dire que si toi, tu lui dis que tu as fait un road trip en Nissan GT-R sur les routes d'Extrême-Orient, lui, il a fait mieux. Il a fait mieux que Ouais, toi, mais plus long et ils sont avec un une peu plus grande marseillais. Ouais. voiture. Voilà, ils sont marseillais. Ils sont comme les Marseillais, ils aiment bien mettre du piment dans leur aioli, quoi. Ouais. Mais sinon, au-delà de ça, ils sont très sympas. C'est juste qu'ils sont un peu grande gueule, c'est tout. Mais le Ouais, reste du pays est beaucoup plus humble. Le reste du pays est beaucoup plus humble, beaucoup plus terre à terre. Voilà. Et puis ils boivent le maté. Alors ça peut dégoûter un peu quand on C'est vient une dans les espèce de Occidents. thé, j'ai vu, non? Alors Une c'est sorte une espèce de gourde en fait, de fusion. ce qu'on appelle, c'est un espèce de bocal en fait qu'ils font à partir de cuir et de calebasse. En fait, c'est la Mhm. calabassa, ils en font sécher, ça fait une espèce de coupe. Ils entourent ça de cuir en fait, et comment dedans ils mettent une herbe qui était cultivée par les Indiens dans le Nord en fait. Donc les Paraguayens, les Brésiliens du Sud et les Uruguayens en boivent beaucoup aussi. Et cette herbe-là, ils versent de l'eau dessus, puis ils se le font passer avec une paille de fer, en fait. Donc tu bois ça avec une paille, et tu fais passer ça par personne, quoi, bouche à bouche. Et Mhm. donc ça peut dégoûter un peu la première fois, mais bon, on s'y fait, et puis c'est pas dramatique, et puis c'est un fort lien. Donc le truc, tu fais l'après-midi, tu vois, avec les Argentins, tu te donnes rendez-vous à tes copains au parc ou autre. Tu passes à la boulangerie acheter des biscuits faits main, là, machin. Parce qu'un truc dont j'ai pas parlé en Argentine, c'est que tous les produits artisanaux, en fait, coûtent moins cher que les produits industriels. Parce que l'industrie n'est pas vraiment développée là-bas. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on a en Europe. Les biscuits industriels ici vont coûter beaucoup moins cher que les biscuits faits main. Là-bas, c'est l'inverse. D'accord. D'accord. Donc tu achètes un quart de kilo de biscuits, là, tu arrives au parc et puis tu bois le maté, tu arrives, il est 5 heures de l'après-midi après ta sieste et tu finis par aller boire un coup au bar, quoi, voilà. Donc s'il n'y a pas vraiment d'industrie développée, ils vivent de quoi, les gens, en Bah, général? tu as de l'industrie quand même, mais ils vivent beaucoup soit de comment travailler, soit dans l'industrie, dans l'agriculture, Mhm. soit ils sont employés il y a, les industries extractives, hein, en fait, donc les Mhm. mines, les trucs, le gaz, soit ils vivent de l'État, soit ils ont des jobs bidons. Mhm. Où ils travaillent pour l'État, donc voilà, il y a beaucoup de profs, etc. Et puis un peu du tourisme. Mhm. Voilà. Bon, tu as quand même beaucoup une économie de combine, hein. Faut pas Mhm. l'oublier. Tu as une économie de la combine où on va avoir, par exemple, mon beau-père, tu vois, il est retraité. Il a monté il a monté un garage pour stocker des bagnoles. Donc, c'est une rentrée d'argent stable tous les mois. Il a monté 2 appartements sur une propriété qu'il avait, qui n'était pas destinée à ça. Ben, il a fait monter 2 appartements, il a investi un peu de pognon, il a monté 2 appartements, il les loue. Il est en train d'en monter 2 autres, là. Donc, il y a un peu de rentrée d'argent de ce côté-ci. Il y a une retraite qui touche, qui est correcte aussi, dans son cas. Voilà. Mhm. Il y a un ensemble, ils arrivent à s'en sortir comme ça, quoi. Mhm. Et puis surtout, ils ont payé leur maison lors de l'hyperinflation de Alfonsine là, dans les années 80, ce qui fait qu'ils n'ont pas de frais fixes très élevés, quoi. Donc, voilà. Mhm. Ouais, Donc, pas ils de ont une vie risque. assez confortable. Dans leur cas, ils ont une vie assez confortable. Maintenant, c'est pas tout le monde, quoi. Beaucoup d'Européens sur place, je veux dire, pas ethniquement européens, mais je veux dire, des Européens immigrés qui sont arrivés il y a 10, 15, 20 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas Non, beaucoup pas parce beaucoup. qu'il y en a eu beaucoup arrivés. Alors, tu vois, à l'époque où je voulais partir en Argentine, je m'étais inscrit sur un forum pour regarder. Et je voyais beaucoup d'Européens qui étaient allés s'installer, qui disaient ouais, c'est super. Puis au fur et à mesure que tu regardais l'évolution dans le forum, ils étaient de plus en plus dégoûtés en fait, hein, parce que Ouais, il y à cause de avait, l'économie, la stabilité. Ouais. ouais, ils disaient bon, on se fait bouffer par l'inflation, le niveau scolaire, mes enfants me détestent parce qu'ils me disent leurs études elles ne vaudront rien. Enfin voilà quoi. Mhm. Donc ça, il n'y a pas eu beaucoup d'Européens, à mon avis, à s'installer ces 15 dernières années, hein.
Et il y a des Chinois un peu, tu les vois, ils sont là. Ah là, oui, alors là, il y a eu beaucoup de Sénégalais. Beaucoup de Quoi? Des Sénégalais Sénégalais? arrivés. Il y a eu beaucoup de Sénégalais arrivés durant la Ah, ouais. période, durant la recovery, en fait, après 2002, tu vois, après l'après-crise. En fait, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont passés par le Brésil et qui sont arrivés en Argentine. Ils ont fondé un quartier à Buenos Aires qui est dédié aux Sénégalais. Mhm. Donc, ils parlent français, en fait, hein. Voilà, j'en ai vu deux, trois dans la rue, comme ça, qui parlaient français entre eux. Ça m'a surpris les premières fois, parce que les premières fois où je suis allé en Argentine en 2001, il n'y avait pas de Noirs. C'est un pays où il n'y a pas de Noirs, en fait. Tous les Noirs ont été expulsés ou plus ou moins redirigés vers l'Uruguay euh, durant le 19e siècle. Et, euh, et concrètement, il n'y a pas de Noirs, il n'y avait pas de Noirs en Argentine. Maintenant, on commence à y avoir un peu. Et donc les Chinois, oui, il y a eu pas mal d'arrivées de Chinois. Ils ont ouvert des supermarchés. Ben, les Chinois, tu sais, étant donné que l'économie de l'Argentine, je décrirais, c'est une économie de la petite marge, c'est-à-dire on va monter un bar, on va monter un petit kiosque ou autre. Les Chinois, c'est les rois de ça parce qu'ils n'ont pas d'heure, ils bossent tout le Mhm. temps. Ouais. Donc, ils savent truster ces trucs-là. Donc, étant donné que les gouvernements péronistes, donc les Kirchner, en fait, Nestor et Cristina Kirchner, entre 2002 et 2014, 2015, ont beaucoup fait d'accord avec les Chinois, ben, ils ont reçu pas mal d'immigration chinoise aussi. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu as des Chinois donc, qui sont arrivés il y a 20 ans et qui ont eu leurs enfants ici. Et donc, tu te retrouves avec des Argentins aux yeux bridés qui parlent espagnol comme, comme des Argentins, quoi, en fait. Et donc, qui commencent à faire présentateur télé avec des yeux bridés. C'est assez marrant, c'est assez surprenant. Ouais, c'est Et pas comme ça qu'on quand je imagine. montrais ça à ma femme, elle me disait c'est surréaliste, quoi. J'aurais jamais pensé voir ça un jour, quoi. Et Mhm. donc voilà. Et puis, ouais, tu retrouves des supérettes chinoises un peu partout, des méga orientés, voilà, où ils te vendent un peu de produits chinois, beaucoup de trucs à prix discount, tu sais pas trop ce que c'est comme viande, etc. Voilà, c'est Et chinois, quoi. qu'est-ce qu'il en est des relations avec les voisins? Par exemple, est-ce qu'il y a des Brésiliens qui viennent travailler, des Chiliens, ou est-ce que c'est l'inverse? Les Argentins, c'est des grandes gueules, hein, tu sais, enfin, c'est des grandes gueules, surtout les Porteños, c'est des grandes gueules, donc ils se sont beaucoup frités avec les Chiliens. Il y a eu beaucoup de disputes avec les Chiliens au sujet de où se trouvait la frontière entre le Chili et l'Argentine. Donc ils s'aiment pas trop avec les Chiliens. Ceci dit, au niveau individuel, si, ils s'entendent très bien, quoi, voilà. Les Brésiliens, ça a toujours été un peu particulier comme relation, Mhm. parce qu'il y avait une certaine rivalité, c'est l'autre grande puissance économique du cône sud. Les Uruguayens, alors il les regardait de haut pendant toute la période où le peso valait 1 dollar, il les regardait de haut. Je me rappelle, la première fois que je suis allé en Uruguay, donc là c'est la première fois que je suis allé en Argentine, tu arrivais en Uruguay et tu pouvais payer dans les magasins en peso chilien, tu pouvais payer en peso uruguayen, tu pouvais payer en dollars, bien sûr, en peso argentin et en réal. Et aujourd'hui, je pense qu'ils acceptent plus que le peso uruguayen parce que ben, les Uruguayens n'ont pas fait les conneries des Argentins. C'est-à-dire, quand ils ont eu des gouvernements de gauche, c'était relativement modéré ou contrôlé. Et là, maintenant, ils ont un gouvernement de droite. Et donc, l'Uruguay, c'est aussi un bon plan, je pense, pour immigrer. Je crois que c'était certains commentateurs dans tes réseaux sociaux diront la même chose. Hein. Que l'Uruguay, c'est peut-être un bon plan. Si on aime bien la vie en Argentine, mais qu'on ne veut pas prendre tous les risques, l'Uruguay, ça peut être aussi un bon plan, je pense. Voilà, à Mhm. considérer. Mais l'Uruguay, c'est juste de la plaine, c'est juste de la pampa. C'est Ah, pas, tu n'auras pas c'est chaud. de montagne. Ce sera assez chaud et humide durant Mhm. l'été. Si tu as des plages sympas, tu as Punta del Este, qui est un gros spot touristique sur la côte, qui est assez sympa aussi. Donc voilà, ça peut être un bon plan aussi si on a prévu Mhm. l'émigration vers le sud et qu'on veut garder un truc. D'ailleurs, un bon plan, quand on va visiter l'Argentine, qu'on ne veut pas avoir le permis truc pour 6 mois parce qu'on ne peut pas l'avoir ou je sais pas quoi, tu retournes en Uruguay pour une journée. Tu vas passer Ouais, puis tu ton reviens, week-end en puis tous les Uruguay et puis trois tu mois, tu reviens. fais ça. Voilà, c'est une Mhm. bonne astuce. Il y a C'est un une bonne astuce. Canadien qui m'a dit, alors tu me diras si c'est vrai ou pas, un Canadien en Thaïlande que à un moment donné, je vivais en Thaïlande, à Ouais, Bangkok, ouais, et j'avais un pote canadien qui ouais. lui investissait en Argentine dans tout ce qui est, justement, il me disait, ouais, achète-la bien, on achète ensemble, etc. Et il me disait que même si tu restais plus de 3 mois, même si tu faisais n'importe quoi en immigration, ils étaient vachement cool avec des Européens. Oui, oui, Tu, oui. même si tu dépasses un peu, c'est pas grave. Même si tu fais des visa run à gogo, tous les Ils trois sont mois, pas. tu vas chez le voisin, tu reviens, ils s'en foutent, Oui. ils te Ouais, laissent tranquille. à mon avis, ils en ont rien à foutre. Ils ont d'autres chats à fouetter.
Ils ont d'autres chats à fouetter du Même si moment que tu tu payes tes bosses, même si impôts. tu bosses un peu, que t'es pas en règle au niveau permis, ça passe, quoi. Ils me disaient, c'est C'est vraiment pas un toi truc qui de. vas faire, c'est pas toi le criminel, t'es pas Ouais, criminel, ouais. tu vas dépenser de l'argent, et puis ils ont une certaine admiration quand même pour les Européens, donc C'est pas partout comme voilà. ça. Tu sais, as des pays où c'est, par exemple, la Russie, c'est vachement strict au niveau papier. Faut être dans les Ouais. règles. Mais Attention. bon, la Russie, ça a toujours été strict au niveau papier, je veux dire, de tout temps, je veux dire, la Russie, même sous les tsars, je pense que Mhm. c'était très une Probablement. bureaucratie, hein. Je pense que De Custine a écrit là-dessus. Enfin bref, voilà. Mais ouais, non, c'est vraiment un pays où je pense que tu n'auras pas de problème avec l'immigration, vraiment. Et on pourra peut-être finir là-dessus, vu que tu as des enfants, c'est Ouais. très intéressant. Mhm. Euh, Est-ce que si par exemple tu avais eu l'opportunité là-bas d'avoir une certaine stabilité, admettons, je sais pas, par exemple demain tu as l'opportunité de travailler pour une boîte suisse depuis l'Argentine, donc la stabilité financière mais en Argentine, Mhm. est-ce que c'est un endroit où tu te verrais élever Oui, des enfants? oui, 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 je Oui. pense, oui, 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 je pense, Est-ce je que les, pense. est-ce que les écoles elles sont bien? Est-ce que ils apprennent quand Les même des écoles, va choses? falloir les mettre dans le privé, mais bon, si Ouais, je pars avec un contrat, c'est ouais, pour les foutre dans le privé aussi. ouais, d'accord. Va pas les foutre dans le public parce que le public, bon, bah, ça a été infesté de kirchneristes, donc de gauchistes, hein, Mhm. voilà. Donc ils t'apprendront rien, ils t'apprendront à être un militant d'extrême Ouais, gauche. C'est tout ce qu'ils ouais. t'apprendront. Par contre, dans le privé, les écoles catholiques, là-bas, ça peut aller encore, hein. Mhm. Les universités privées en Argentine sont assez reconnues. L'université publique, l'université de Buenos Aires, bon, je pense que ça va dépendre de ce que tu fais comme choix d'études, mais ça peut être assez reconnu aussi. Ceci dit, bon, bah, moi, mes enfants, comme les tiens, si tu en as à l'avenir, je pense que ce sera des gens internationaux. C'est-à-dire que Ouais, moi j'ai mes gamins, si tu veux, ils sont bilingues, ils sont binationaux, ils apprennent l'anglais aussi couramment, et je leur mets pas d'horizon. Je leur ai dit, ouais, voilà, votre horizon, c'est le monde. Moi j'avais des horizons, c'était tout à fait. l'Europe. Peut-être j'aurais pu suivre mon cœur et partir plus loin, mais j'ai pas fait parce que moi je voulais une certaine stabilité économique, machin, un truc. Mais vous, votre horizon, vu les moyens qui sont à notre disposition, je veux dire, si demain vous nous dites que vous voulez aller faire vos études à Hong Kong, on vous soutiendra, enfin Hong Kong ou Singapour ou ce que tu veux, on vous soutiendra, on se démerdera pour trouver l'argent pour vous payer ça. Donc à la limite, tu vois, pour moi, étant donné que mes gamins, bon, mon fils est au collège, ma fille est en train de sortir du primaire, maintenant je me fais moins de soucis pour eux. Il y a une grosse part de l'éducation qui se fait aussi à la maison, faut pas négliger ça. Oui, et puis Euh, c'est bien. Ouais, moi pareil, je suis en couple international. mais voilà. Mes enfants sont internationaux. Je leur dis pas, t'es pas franco-russe, tu es Ouais, international. Apprends voilà, l'anglais, voilà, on va te mettre une autre langue. Et c'est peu ça. importe, si tu as une opportunité quelque part, ne reste Ouais, pas à raisonner dans ton c'est ça. patin, à De toute dire, voilà, façon, voilà, faut pas se fixer un horizon au-delà de 20 km de chez maman, c'est plus vivable. Je sais pas, si tu pars comme ça, tu es en train de rater ton siècle, quoi. bien sûr. Faut essayer de voir le monde et puis voir ce qu'il a à offrir. Il y aura des opportunités Même, partout. ouais, et puis quitte à Ouais. revenir après, tu peux très bien aussi voir un petit peu le monde. Exactement, Et, envie de exactement. te poser, tu te poses quelque part, c'est pas un problème. Exactement, et quitte à repartir ensuite. Je veux dire, il n'y a pas de, Ouais, il y a pas, faut pas te fixer un horizon. Bon, maintenant, moi, c'est vrai, totalement d'accord. je Mhm. suis assez francophile. Enfin, francophile. Je suis assez franchouillard par certains côtés. C'est-à-dire que moi, je veux dire, j'ai, j'aime bien la vie en France quand même. J'aime bien aller à ma boulangerie à côté. J'aime bien trouver mon pain au chocolat, mon pain frais, etc. C'est les avantages de la. C'est vrai que c'est des petites choses. Je pense que tu en as beaucoup parlé aussi sur tes réseaux sociaux ces derniers temps. C'est qu'il y a quand même un certain confort de vie dans la France rurale Mhm. qu'on va pas forcément trouver partout dans le monde. Mhm. Et tu vois, C'est vrai. on a une copine ici qui est chinoise, mais d'origine malaisienne. C'est-à-dire, elle fait partie de l'ethnie chinoise en Malaisie. Et donc, son mari est français, ils habitent ici, machin. Et elle me disait, mais vous savez, vous, les Européens, et particulièrement les Français, vous réalisez pas à quel point votre vie est simplifiée dans les relations entre les gens parce qu'il y a un certain contrat de confiance en fait. Ouais. Ton voisin va pas venir te voler chez toi, à moins que bon, tu vives dans un sale quartier, mais dans un Non, mais voilà. je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord. Mais tu as une certaine confiance, as un certain sens de la communauté qui existe encore, et ça n'existe pas dans tous les pays. Elle me disait, nous là où je vis en Malaisie, ma famille, elle vit dans pas dans un bunker, mais dans une de ses propriétés privées, grillagées, etc. Parce que on sait qu'on n'aura pas
si on vit avec les Malaisiens, bah, ça va pas forcément bien se passer, quoi. Voilà. Ouais, il y a 3 communautés là-bas. Il y a les Indiens Voilà. malais, il y a les Malais malais, les Chinois malais. Les Chinois Voilà. malais, c'est ceux qui tiennent le business, c'est Ouais, ouais, voilà. ceux qui Voilà. s'en tirent le mieux, hein, en gros. Et donc elle me disait, voilà, c'est quand même un avantage qui est pas négligeable en France. Maintenant, je t'avoue que si demain on me propose un job payé un salaire correct, stable, Mmh. où je peux partir en Argentine, personnellement, oui, je pense que je partirai, je mettrai la maison dont je suis propriétaire, là, je la mettrai en location ici, et puis je pars, hein. Moi, c'est clair qu'aller vivre l'aventure là-bas, c'est carrément envisageable. Et Donc si j'ai le choix en plus de la localité, j'ai quelques villes là où j'aimerais bien vivre, ouais, c'est clair. donc là, tu es en train de me dire que si tu étais libre géographiquement, que tu avais un Oui, salaire occidental, oui, tu oui. étais libre géographiquement, tu resterais pas là où tu irais et Oui, tu irais en Argentine. oui, 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 non, mais ça, c'est clair, c'est clair. Non, mais C'est les important ce que tu dis, Argentins. parce que ça pour moi, ça c'est un argument, tu vois? Ah oui, ah oui, Tu oui. me motives à aller monter dans l'avion, quoi, parce que tu vois, Bah, je te dis, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Va voir déjà, ouais, ouais. parce que tu vas faire un rendez-vous de bagnole. Alors, tu vas pas trouver beaucoup de bagnoles de sport, par exemple, mais tu vas retrouver ils ont eu leur propre bagnole de sport, la Torino. Tu chercheras sur Internet. Mmh. Argentine Torino, c'est une voiture qu'ils ont développée localement. Puis ils ont des clubs là-dessus où ils entretiennent les vieilles Ouais, puis Torino sur des des années clubs de 60. voitures japonaises, toutes modifiées, ils ont déjà tout, j'ai Tu regardé. vas, et tu vas te faire des copains, tu vas te faire un groupe de copains, mais je te dis, ce sera des potes presque Mmh. pour la vie, parce que ils vont sympathiser avec toi très vite, tu vas te retrouver invité un dimanche au barbecue, tu vas faire 10 000 potes, tu vas boire du vin rouge, du truc. Bref, tu vas passer des super moments. Les gens sont Je veux super dire, accueillants là-bas. bagnole, Ils sont très barbecue, vin matins. rouge, potes, Voilà, là, tu voilà. m'as vendu du C'est ça. rêve, c'est ce que Voilà, j'aime. c'est ça. C'est Mmh ça. mh. Là-dessus, je te baratine pas, c'est vraiment ça. Mmh C'est mh. vraiment ça. Maintenant, bon, les Argentins sont cool. Ils sont cool aussi quand tu veux faire du business avec eux. Ils sont des fois un peu trop cool. Tu vois, tu voudrais que les choses soient carrées. Ouais. Et bon, voilà, va falloir, Ah mais falloir ça, j'ai accepter. l'habitude. J'ai eu la Voilà, formation Russie, voilà, voilà. C'est ce que je déjà dis à c'est ma femme, hein. le travail à le relâcher et Je que dis à toi ma tu veux femme, hein, cadrer les choses, je voilà, je connais ça. je dis toujours à ma femme, tu aurais du mal à revenir en Argentine si un jour tu dois y revenir parce que tu es trop habitué maintenant à l'Europe et au fait que Ouais. les choses soient relativement C'est vrai que carrées. c'est un avantage de l'Europe, c'est carré et Ouais, cetera. c'est relativement carré, mais bon, Puis voilà. comme tu dis, les villes françaises sont devenues infâmes. Ouais, Paris, Lyon, et cetera, je pourrais pas y ouais. vivre. Moi, Mais c'est par ça. contre, les campagnes profondes, par Ouais. exemple, tu étais où? Tu es en Haute-Savoie, toi? Là, je suis en Haute-Savoie, ouais. Bon, Haute-Savoie, je connais un peu. On était en Haute-Savoie, là. Tu te mets quelque part dans un petit village sur les hauteurs. Tu as ta boulangerie, tu as ton Ouais, boucher. ouais, Tu descends dans une ville pas trop loin. Tu es bien, quoi, je veux dire. ouais, ouais. Moi, tu vois Tu fais mon du voisin ski, en tu fais ta face. motocross, tu coupes ton bois. Ouais, Et en fait, dans les campagnes françaises, finalement, on manque de rien. Par exemple, tu vas dans les campagnes russes, c'est vraiment archi mort. Les gens vivent vraiment comme dans le tiers-monde ouais, et ouais. il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure. Alors Oui, qu'en France, même dans les campagnes assez éloignées, tu as toujours une infrastructure qui est pas loin. Ça, oui, c'est un oui. gros avantage. Oui, Est-ce que oui. c'est Et comme je ça pense aussi que en Argentine? Ou est-ce que c'est plutôt bah, disons genre que dès que tu ah oui, sors de ville, il n'y a c'est plus ça. rien, c'est tout, c'est le tiers-monde? Non, 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 je dirais pas que c'est le tiers-monde. Non, 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 non. L'Argentine, c'était à la base quand même un pays développé. C'est des Occidentaux, c'est des Européens, donc ils sont prêts à avoir un certain niveau de vie, mais jusqu'à un point seulement. Et puis il y a une réalité aussi en Argentine dont je n'ai pas parlé, c'est la distance entre les choses. C'est-à-dire que bon, Mmh. j'ai dit que c'était dépeuplé. Pour te donner une idée, donc la province d'où vient ma femme, c'est la province la plus peuplée d'Argentine, mais il n'y a pas entre sa ville, la ville où elle habite, enfin d'origine, où mes beaux-parents habitent, compte 60 000 habitants, et la Mmh. prochaine ville se trouve à 50 kilomètres. Et il n'y a rien entre. Il y a des champs, c'est tout. C'est rien, 50 kilomètres, c'est rien Bah, du non, tout. mais je veux dire, ça veut dire que tu vas te retrouver de ville de 60 000 habitants en ville de 60 000 habitants. Donc, tu n'auras T'as pas de hameau. T'as pas de pas le hameau. côté démuni, perdu au milieu de nulle part. Tu peux pas vivre comme ça là-bas. T'as pas C'est pas, le hameau de Savoie ou Ah, si, Haute-Savoie où si, il y a quelques tu peux, chalets. tu peux, tu peux trouver, mais tu vois, le hameau de Savoie, c'est aussi la conséquence d'une densité de population. C'est-à-dire que le hameau de Savoie, il n'existe pas tout seul. Il existe, Mmh. le petit hameau de Savoie, il existe parce qu'il y a un gros village à 10 km au plus loin. Mmh Tu vois ce que mh. je veux dire? Et puis bon, le hameau de Savoie perdu à 10 km du gros village, je suis pas sûr que tu as envie d'y vivre. Tu as envie d'avoir un chalet pour partir le week-end, mais Mmh. tu n'as pas envie d'y habiter à l'année parce que bonjour, faut Mmh. pouvoir quand même. Mais, Mmh. non, en Argentine, non, t'as eu quelques villages un peu fantômes, etc. Ça peut être sympa à explorer. Mais si tu as des gens qui y habitent, c'est qu'ils ont une ferme.
tu vois. Oh. C'est qu'ils ont une ferme, donc ils ont une activité économique, donc ils ont un gros pick-up garé devant, ils ont 3 chiens, ils ont 500 têtes de bétail une trentaine d'employés, quoi. Tu vois ce que je veux Ils dire? sont armés aussi? Qu'est-ce qu'il en est des Ouais, armes? ah oui, oui, ils sont pas mal armés. Oui, ils sont pas mal armés. Oui, oui, ils sont Ah pas ouais, mal donc armés. les armes sont en circulation en Argentine. Oui, 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 Tu peux oui, avoir oui. une arme sur toi. Tu peux avoir une Alors, arme. tu peux, non, le permis de port d'arme, non, je pense que c'est très, très réglementé. J'essaie de me renseigner. Et je pense que c'est pas simple quand même d'avoir une arme sur soi. Mais ouais, je discutais, tu vois, avec le taximan l'autre jour, là, le mec de 30 ans avec qui je discutais, il me disait qu'il avait plusieurs fusils, qu'il chassait à la 22, qu'il chassait Mmh. avec ci, avec ça. Voilà. C'est un pays où, si tu veux, tu peux avoir des lois pour tout, mais pas tout le Mmh. monde va contrôler, quoi. Donc je Ouais, pense que si je ouais. voulais avoir une arme sur moi, je pourrais en avoir une. Il faudrait la garder dans la poche. Mais tu peux aussi faire ça en France, hein. Tu peux Mmh. t'inscrire dans un club de tir, avoir une arme sur toi. Bon, Mmh. Mmh. voilà. Et si tu te fais prendre par la police, les geôles argentines sont pas plus sympas que les geôles françaises, je pense. Donc Mmh. voilà. Mmh. Donc voilà. D'accord. Bon, Voilà. bah, écoute, ça fait déjà presque 1h45 qu'on parle, donc on va Ouais, peut-être voilà. rester là parce Ouais, que sinon ça va faire long pour les gens. voilà. Même si j'ai Voilà. envie de continuer, en tout cas, c'était super intéressant. Dites-nous ce Écoute, que vous en avez pensé, les gars, en commentaire sous l'épisode. Dites-nous ce que vous avez pensé, rebondissez sur ce qu'on a dit, enfin surtout ce que l'invité a dit, Erwan, ce qu'a dit, c'était super intéressant. Si vous avez des questions ou même vous vivez en Argentine, vous avez une expérience à partager, faites-le ouais. savoir. Partagez cet épisode avec quelqu'un que vous connaissez qui s'intéresse à l'Amérique latine. Et puis Euh, dites surtout si vous avez pas, si vous avez un autre avis. Je veux dire, ouais, si vous pensez différemment, si vous avez une autre expérience que ce que moi j'ai vécu, parce que moi j'ai pas habité vraiment en Argentine, donc il peut y avoir des auditeurs qui ont vraiment vécu en Argentine et qui diront, voilà, ce que tu dis, c'est pas exactement vrai parce que si vous ça. Mais je pense que j'ai dépeint le pays du mieux que j'ai pu. Voilà. c'est le but des épisodes Ils balancent tout, c'est l'expatriation sans bullshit. Ça veut dire que tous ces vendeurs de rêves sur Internet qui mettent en avant les bons côtés d'un pays, qui sont souvent vrais, mais en minimisant les inconvénients ou en parlant même pas des inconvénients histoire de vendre un pays. Moi, à mon année, j'en ai eu ras la claque. Tu vois, j'aime avoir une vraie information terrain, Ouais, ouais, même si tout n'est pas tout rose. Mais au moins, voilà, je suis bien informé sur là où je mets les pieds et je sais à quoi m'attendre, quoi. Je vais pas quelque part en me disant que c'est le paradis pour me rendre compte après être sur place que merde, bah, on m'a pas dit ça ou on m'a minimisé ça, etc., quoi. mmh, Donc, si mmh. vous avez une expérience à partager, bonne ou mauvaise, faites-le savoir dans les commentaires. Alors, pour l'Argentine, cet épisode-là, mais ça peut être aussi sur d'autres épisodes. En tout cas, Erwan, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça sur l'Argentine, Ok. euh, de ton expérience, etc. C'était super Mais intéressant. de rien, ça m'a fait plaisir et puis Et puis moi, je n'hésite vais pas si tu suivre as ce des qui se passe questions. en Argentine Voilà, avec Milei. Là, ça m'intrigue quand même. bien sûr. Quand j'étais aux Philippines avec ma femme, on voulait aller voir en Argentine. On s'était dit, est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Puis justement, on a communiqué avec des gens qui étaient sur place, notamment russes. Et on a quand même compris que, bon, insécurité, l'inflation, apparemment, c'est vraiment casse-couille, apparemment, quand même, Ouais, hein. ouais, 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 ouais. Donc on a dit bon allez, de toute façon il y a personne qui nous attend là-bas. Mais ça c'est un truc, tu vois. Un jour je me lève, je me dis je vais en Argentine, quoi, tu vois. Mmh. Donc parce que ce pays me fait de l'œil, ce pays voilà m'intrigue, il m'intrigue Ouais, beaucoup. ouais, ouais. Dès que j'ouvre une page sur l'Argentine et que je vois les images des paysages, je me dis mais c'est bon quoi, c'est Mmh. trop Ah beau, oui, non, mais c'est trop ça, il beau. faut y aller. Il faut y aller. Simplement, il faut savoir que tu auras 200 kilomètres entre chaque paysage. Bon, Mais ça tant te qu'il dérange pas si tu as n'y a pas galéré 200 aussi. km entre chaque station Voilà, essence, ça me va. Même voilà, si j'ai voilà, déjà connu ça. Ouais. voilà, voilà. Mais hésite pas, tente le coup et puis va faire un tour et Ah, mais c'est comme voir ça ce que que ça ça va donne. finir. C'est Voilà, comme ça que ça va finir. voilà. Bon, bah, écoute, merci Erwan. Bonne continuation Allez, à toi en tout cas. et merci beaucoup. Et Allez, puis à plus écoutez, les tard. gars, hein, mettez le pouce avant de partir pour remercier Erwan. Et puis bah écoute, je crois on va en rester là hein, pour aujourd'hui. Merci Parfait. Erwan. Salut, Salut ciao. bien.